Marc-Henri, bonjour. Rodolphe Forger, bonjour. Bienvenue dans ce quatrième podcast consacré à Quatrième, l'eau, oui. Allô. voilà, qui s'intitule e-live, Eau Séance e-live. Donc ça, c'est le number 4. Je vais essayer de parler un peu en anglais avec mon accent bien français. Pour ce podcast, mon cher Marc, le programme est assez chargé. Mais vu ton talent, nous allons parler entre autres de comment stocker de l'information dans de l'eau. Et on va faire une brève explication, passage, je ne sais pas quel mot qui serait plus adéquat, concernant les clusters, qu'on entend beaucoup parler. Je crois qu'on l'a un peu évoqué d'ailleurs On a déjà un peu parlé, on a effleuré le sujet. avec Richard. Mais vu qu'il y a quand même une certaine cacophonie avec ce terme-là, hein, il y en a qui Il y a disent... une cacophonie et surtout, il y a beaucoup de vendeurs qui se revendiquent de ça. Voilà. Donc tu vas apporter des précisions, un éclaircissement. Ensuite, nous évoquerons un sujet très important, puisque c'est ce qui conditionne aussi le vivant, qui est le potentiel chimique. De l'eau. De l'eau, évidemment. Avec l'activité de l'eau, voilà, vapeur, saturation, pression. Pression de vapeur. Pression, vapeur, saturation. Pression de vapeur. Je vois que monsieur est précis. Oui, nous devons être précis. Ensuite, on va, dans une troisième partie, évoquer comme quoi l'eau est une molécule de l'esprit. Oui. Voilà, alors tu vas nous en dire bien plus donc, dans cette troisième partie, puis une quatrième partie. Et tout ça dans un podcast. Et tout ça dans un podcast. Waouh. On va essayer. Bon, Après, de toute façon, si on on n'y arrive pas, on débordera sur le 5e. Oui, voilà. Hein, de toute façon, l'intérêt est là. Et puis éventuellement, donc, dans une quatrième partie, s'il y a encore de la place, on parlera donc d'une série actuellement en cours qui est en train de se réaliser. Une série absolument fantastique. Géniale. Très influencée d'ailleurs Par nos échanges, là. par nos échanges, qui s'intitule donc Seconds of Eternity et qui est, on va dire, l'eau expliquée autrement, de façon scientifique, artistique, et puis En humaine. image. Hein. En image. Pardon ? En image. En image, de la façon la plus simple. Et j'ai envie de dire, quelque part, en gros, c'est une publicité Je dirais même pour plus, voilà, en format publicitaire. Voilà, en format publicitaire, puisque chaque petit film est inférieur à 1 minute. Alors, au moment où on parle, j'en suis au 34e sur 100. Voilà, et il va y en avoir 100 au final. Alors ça sera vraiment si on a vraiment le temps, et on commencera à l'évoquer, puisque on va dire que là, pour le coup, il y a vraiment un échange entre le travail scientifique et puis un travail artistique, en essayant d'avoir une vision la plus globale qui soit pour une substance qui est l'eau. Ça me paraît tout à fait... Il faut la prendre sous tous ses aspects. Complètement. Et ne pas se limiter simplement à la science D'ailleurs, ou au discours philosophique. Oui, complètement. Il faut aussi l'expérimenter. Même si la difficulté aujourd'hui, d'ailleurs, mais je crois qu'on l'avait déjà évoqué dans un des podcasts, c'est que quand on parle de l'eau, c'est l'affaire des scientifiques, d'une certaine manière. Disons, c'est l'affaire des scientifiques dans la société, oui, aujourd'hui, en 2011. On fait toujours référence à la science pour tout. Ouais. Pas simplement pour l'eau. On cherche une justification dans la science dès qu'il faut prendre une décision. Alors que l'eau n'a pas besoin de se justifier. Il n'y a rien à rajouter. Alors, le premier sujet, mon cher Marc, comment stocker de l'information dans de l'eau. Voilà un grand mystère. Alors, moi, ce que ça m'évoque, et d'ailleurs, on avait parlé, je me souviens d'une conférence tenue par Jacques Benveniste qui le faisait avec cette magnifique femme qui est Jeanne Rousseau, dans un des DVD qui est disponible à la vente sur Internet, un coffret de 2 DVD consacrés à Jeanne Rousseau. Et dans un des DVD, il y a la conférence avec Jacques Benveniste. Et moi, il y a une phrase qu'a dit Jacques Benveniste, entre autres,
parce qu'il y a la première phrase qui m'avait complètement épaté, c'était quand il a dit, voilà, moi je parle comme un biologiste, et un biologiste, ça ne parle pas en masse, ça parle en nombre de molécules, et donc nous sommes composés de 94,5%. Alors lui, il avait fait un calcul, mais toi, avec ton calcul, tu atteins 99%. Oui, enfin, je veux dire, ça dépend de combien on part en masse. voilà, c'est ça. Mais en gros, on n'est pas 70%, on est au moins 95% d'eau. Et il y a une deuxième remarque qu'il avait fait dans cette conférence, qui était vraiment superbe. Il était étonné que les gens, le grand public, généralement, puisqu'il s'adressait au grand public, puissent douter que l'eau pouvait contenir, mémoriser une information, alors que, alors je me rappelle pas de ces mots, donc c'est un souvenir, hein. Oui, parce que là aussi, il faut que je sois précis. Je ne dis pas que c'est lui qui a dit ça, mais il évoquait comme quoi on n'est pas étonné que sur une bande magnétique, à l'époque, quand il y avait, quand il y avait des magnétophones, c'est comme ça qu'on les appelait, et une bande magnétique est composée de fer. Bon, après, toi, tu vas nous en dire un tout petit peu plus par rapport à ça, mais en gros, il disait, voilà, je ne sais pas pourquoi on est étonné qu'on puisse contenir de l'information sur... Alors, je ne me rappelle pas s'il a dit le mot ferraille, mais bon, en tout cas sur du fer, et qu'on le soit par rapport à l'eau. Alors, est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'il n'avait pas raison? Marc, je t'écoute. Bon, je peux même rajouter une chose, puisque j'ai été amené à relire un papier de Myriam Gablier, où elle reprenait justement une des phrases de Benveniste, où là, c'était juste en 3 mots. Est-ce que tu peux... Myriam est une journaliste? Journaliste, oui. Il disait donc, l'eau est une bande magnétique liquide. Et elle citait Jacques Benveniste. Jacques Benveniste. Ah, d'accord. Bon, donc voilà. c'est un peu la même idée que tu développes. C'est-à-dire comparer l'eau à une bande magnétique liquide. Donc moi, évidemment, ça m'a fait sursauter. Parce que aussi bien l'observation que la phrase que tu rapportes, on parle qu'on stocke de l'information sur du fer, et que si on sait la stocker sur du fer, pourquoi pas sur de l'eau, ou cette expression que l'eau serait une bande magnétique liquide, pour quelqu'un qui a une culture physico-chimiste, c'est très surprenant, parce qu'on connaît très bien le mécanisme de stockage de l'information sur ce qu'on appelle les supports solides. Et ce qu'on sait de ces supports solides, c'est que le fer n'a rien à y faire. Ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle un composé magnétique. Donc ce composé magnétique peut être à base d'oxyde de fer, d'oxyde de cobalt, d'oxyde de chrome, on a toute une série d'oxydes, d'oxydes de terre rare. Un oxyde, c'est quoi? Alors un oxyde, c'est la combinaison d'un métal et de l'oxygène. De la même façon que l'eau est une combinaison de l'oxygène et l'hydrogène, on peut dire que l'eau, c'est de l'oxyde d'hydrogène. Simplement, dans les oxydes métalliques, l'hydrogène est remplacé par des métaux, comme le fer, le cobalt, le nickel, le cuivre, les terres rares. Tous ces cations métalliques ont une propriété magnétique. Alors pourquoi on prend des oxydes? Parce que les métaux ont une tendance, sont aussi magnétiques. Enfin, il n'y en a que 3, c'est le fer, le cobalt et le nickel. Mais à l'air, ils ont tendance à s'oxyder. Donc si on veut avoir une bande magnétique qui est stable, on a intérêt à prendre un composé qui est déjà oxydé. Ah, d'accord. Comme ça, on est sûr que le produit est le matériau sur lequel on va écrire est en fin d'évolution thermodynamique. Il est oxydé, donc une fois qu'il est oxydé, il ne pourra pas aller plus loin. Ce qui fait qu'on va avoir un support stable pour l'information. Ensuite, pourquoi on choisit en général l'oxyde de fer? C'est pour des raisons toutes simples, c'est que sur la croûte terrestre, le fer doit être le deuxième cation après l'aluminium, je crois, et le silicium. Et le silicium n'est pas considéré comme un métal, en général. Donc sur Terre, on trouve du silicium, de l'aluminium, c'est ce qu'on appelle l'argile, ou la terre. Et puis après, le cation le plus abondant, c'est le fer. Donc c'est le moins cher. Et comme il faut stocker, et puis qu'on va avoir beaucoup d'informations à stocker, on va prendre le composé qui coûte le moins cher possible. Mais on pourrait écrire avec... D'ailleurs, je me souviens, quand j'ai enregistré sur des bandes magnétiques, on avait des bandes magnétiques à l'oxyde de chrome, CrO2, qui étaient de plus haute qualité.
mais qui était plus cher. Mhm. De même, on pourrait utiliser des terres rares, mais là, ça monterait encore le prix. Donc, pour ce qu'on fait quand on veut écrire de l'information, c'est qu'il faut définir un domaine magnétique sur donc un oxyde métallique. Et ce domaine magnétique, en général, est de l'ordre en taille linéaire du micron. Donc ça veut dire qu'il contient des millions et des millions d'atomes de fer et d'oxygène. On va prendre le cas du fer, puisque c'est le moins cher et c'est celui que Benveniste citait. Mais il faut bien voir que ce n'est pas du fer métallique, hein, c'est du fer 2+, et du fer 3+, du fer oxydé. Donc disons, pour fixer les idées, allez, 1 milliard d'atomes de fer, quoi, combinés à l'oxygène. Les fers portent des moments magnétiques, enfin les atomes de fer portent des moments magnétiques qui vont s'aligner pour donner ce qu'on appelle un domaine magnétique. Et une fois qu'on a ce domaine magnétique, formé de plusieurs spins, moments magnétiques qui sont portés par les spins du fer qui sont alignés, ce moment magnétique peut pointer dans 2 directions. Dans une direction ou dans la direction opposée. Et c'est ça qu'on va utiliser comme étant 0 ou 1. On peut utiliser ça comme étant 0 ou 1 pour faire ce qu'on appelle pour numériser l'information, ou alors on peut l'utiliser de façon analogique, c'est ce qui était le cas sur les bandes magnétiques, c'est-à-dire que suivant un domaine qui était aimanté ou pas, on peut transformer ça de manière analogique en un signal électrique. Donc l'idée des bandes magnétiques, c'était de prendre les ondes sonores qu'on produit là par exemple, en utilisant ces micros. Ces micros sont des objets qui transforment les ondes de pression mécanique en signal électrique. Et une fois qu'on a un signal électrique, bien on l'envoie pour polariser donc une bande magnétique. Et après, il suffit de rejouer la bande pour refaire un signal électrique qui repart dans le micro. Donc il n'y a plus un microphone, mais qui est un haut-parleur maintenant, et qui restitue la musique. Donc si on simplifie c'est un peu technique, mais si on simplifie à l'extrême, pour mémoriser une information, il faut d'abord un solide. Il faut d'abord un solide. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne sait pas écrire sur un liquide ou sur un gaz. On ne sait pas ou on ne conçoit pas. Alors, les deux. Mais c'est lié. Si on concevait, Oui, mais on ne peut pas, en science, on ne peut pas développer un outil si on ne conçoit pas un mécanisme. Ce n'est qu'à partir du moment où on a une idée d'un mécanisme qu'on peut concevoir des choses. Ouais, alors après, bon, c'est peut-être. Là, je vais peut-être chipoter au niveau des mots, mais pour moi, quand quelqu'un me dit on ne sait pas, ça veut dire qu'il a conçu qu'éventuellement, il a émis une hypothèse, il a essayé, et après, il peut dire je ne sais pas. Mais visiblement, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, en général, en science, pour ce qui est par exemple des bandes magnétiques, on a conçu l'idée on savait que les matériaux magnétiques se structurent en domaines magnétiques, et qu'ensuite on pouvait utiliser ces domaines magnétiques pour supporter de l'information. On le savait. Et donc en conséquence, on a développé un matériau qui s'appelle une bande magnétique. C'est-à-dire qu'on a dispersé les particules d'oxyde de fer sur du plastique, la bande est en plastique, hein, pour pouvoir définir ces domaines, et donc ensuite en faisant défiler la bande, on peut stocker l'information, la reproduire, mais la bande, que ce soit la bande magnétique, est un solide. C'est un bout de plastique, ça n'est pas un liquide. On le voit très bien, si on essaye d'écrire par exemple dans du sable, qui n'est pas un solide mais qui est une poudre, l'information va rester, et puis elle va avoir une durée de vie qui est relativement courte, parce que les grains vont bouger, et à partir du moment où les grains bougent, le signe qu'on a écrit sur le sable s'efface. Où il se modifie, il se déforme, et ensuite il finit par s'effacer. Alors c'est exactement ce qui va se passer sur une bande magnétique à long terme. Puisqu'une bande magnétique, c'est jamais que des grains mis sur du plastique. Il va se trouver qu'au cours du temps, ces domaines magnétiques vont se désaimanter, ce qui fait qu'on sait que sur une bande magnétique, le son va se dégrader au fur et à mesure du temps. Et on va finir par avoir quelque chose qui est inaudible, quoi. On va avoir un truc on aura perdu l'information. Alors ça, c'est donc le point crucial, c'est que technologiquement, la société aujourd'hui ne conçoit d'écrire que sur du solide. Et donc dans l'affirmation de Jacques Benveniste,
Évidemment, écrire sur du liquide, c'est encore pire qu'écrire sur du sable. Parce qu'un liquide est en mouvement, et c'est plus un mouvement comme des grains de sable, c'est un mouvement qui est à l'échelle de l'atome ou de la molécule. Et dans le cas des liaisons hydrogène, on a vu que c'était 10-12 secondes de la durée de vie d'une liaison hydrogène. Ce qui fait que si on essaie d'écrire sur, disons, un domaine d'eau qui est défini par des liaisons hydrogènes, 10-12 secondes après, une picoseconde après, il n'y a plus d'information. Elle a disparu. Donc c'est pour ça que Jacques Benveniste était un petit peu, disons, audacieux en proposant d'écrire sur l'eau liquide ou de comparer l'eau liquide à une bande magnétique, parce que si on veut écrire de l'information au sens de la bande magnétique sur un liquide, c'est irréalisable, ou du moins c'est réalisable, mais l'information sera effacée tout de suite. Il y a un deuxième problème qui est soulevé par cette question, par cette affirmation de Jacques, enfin non, constatation, disons, ou cette idée de Jacques Benveniste, c'est que le magnétisme de l'eau est porté par des spins nucléaires, alors que le magnétisme de la bande est porté par des spins électroniques. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est un spin? Oui, le spin, c'est une propriété qui est purement quantique. Elle a été introduite dans les années 1930. On a fait la théorie donc, du spin. On en a besoin pour rendre compte de l'interaction des champs magnétiques avec la matière. Si on n'avait pas ce moment cinétique de spin, il y avait des choses qu'on observait dans l'interaction avec les champs magnétiques, de la matière et des champs magnétiques, qui étaient inexplicables. Donc on a fait l'hypothèse du spin. Au départ, c'était un concept empirique. C'est-à-dire qu'on voyait des phénomènes qu'on ne savait pas rendre compte par simplement... Alors pour les auditeurs, hein, une charge qui tourne, qui est en mouvement, peut être sensible au champ magnétique. Pour avoir interagir avec un champ magnétique, il suffit qu'une charge tourne en mouvement dans l'espace, autour d'un point par exemple. Ça définit un courant, et les courants, c'est avec ça qu'on crée les champs magnétiques, et de la même façon, les champs magnétiques peuvent influencer les courants. Et c'est pas ce qui se passe avec les électrons, justement? Voilà, oui, justement. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le magnétisme électronique. Et donc, ce qu'on s'est aperçu en 1930, c'est que ce magnétisme électronique n'était pas suffisant. Le fait que l'électron tourne dans l'atome, ça permettait d'expliquer, disons, la moitié des propriétés magnétiques de l'atome, mais il y avait toute une autre moitié que il n'y avait pas moyen d'expliquer. Donc, on a introduit cette notion de spin, qui a été introduite initialement comme l'idée que dans son mouvement autour du noyau, l'électron tourne aussi sur lui-même, d'où l'expression de spin, un petit peu comme la Terre tourne autour du Soleil et elle tourne en même temps autour de son centre de masse. L'idée d'introduire le spin, c'était de dire que pour l'électron c'était pareil, il pouvait tourner autour du noyau, donc donner un premier type de propriété magnétique. Et puis il y avait un deuxième type de propriété magnétique qui consistait à l'électron qui tournait sur lui-même. Un petit peu comme une toupie. Et une toupie, en anglais, ça se dit spin. Et donc, on a formulé cette hypothèse-là. Ensuite, il y a eu quelqu'un tout de suite qui a dit oh là là, le spin, attention, méfiez-vous. C'était M. Pauli, qui a fait un petit calcul rapide, et il a calculé que si l'électron tournait sur lui-même, on dépassait la vitesse de la lumière au niveau de la périphérie de l'électron. Ce qui était impossible d'après la théorie de la relativité d'Einstein. Et donc Pauli tout de suite a dit ça c'est n'importe quoi, cette interprétation. Et comme il refusait d'avoir un modèle mécanique de cette chose-là qu'on appelle le spin, il a pris les outils de la mécanique quantique, on ne va pas rentrer dans le détail, et il a dit le spin est une propriété purement quantique, qui s'exprime en termes de ce qu'on appelle des matrices de Pauli, dans un formalisme qui a été mis au point par Werner Heisenberg, qui est la mécanique des matrices. Et il a dit, personne ne pourra jamais se faire une idée de ce qu'est le spin, parce que c'est quelque chose qui est non classique, qui est purement quantique. À notre niveau, il se manifeste par des propriétés magnétiques, qui ne sont pas des propriétés de courant électrique.
qui sont des propriétés écrites dans une variable qu'on appelle le spin. Donc ces spins peuvent être portés par les électrons, et c'est ce qui donne le magnétisme classique des aimants, tout celui qu'on connaît, hein, c'est le magnétisme électronique. Il peut être aussi porté par le noyau, par l'hydrogène par exemple. Auquel cas, c'est ce qu'on appelle un magnétisme nucléaire. Voilà, donc c'est ce que... On revient à ce que tu disais Voilà. tout à Donc l'heure. dans l'eau, la molécule d'eau elle-même est diamagnétique, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements d'électrons, mais ces mouvements d'électrons se compensent. Il y a pour un électron qui tourne dans un sens, il y a un électron qui tourne dans l'autre, ou pour un spin qui est dans un sens, il y a un spin dans la direction opposée, ce qui fait que la molécule d'eau n'interagit pas de façon coopérative avec le champ magnétique, elle est ce qu'on appelle diamagnétique. Elle est Diamagnétique. D'accord. C'est-à-dire qu'elle interagit très très faiblement avec le champ magnétique, ce qui n'est pas du tout le cas des particules d'oxyde de fer qu'on met sur les bandes magnétiques qui, elles, sont ferromagnétiques. C'est-à-dire que là, on a développé, le spin s'additionne sur plusieurs nanomètres pour donner un moment magnétique extrêmement élevé. Le moment magnétique de l'eau est nul. Le moment magnétique électronique. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle a quand même des propriétés magnétiques, mais c'est du magnétisme nucléaire. C'est-à-dire, là, il n'y a pas de mouvement de protons, c'est juste les spins qui sont portés par les protons qui donnent naissance à ces propriétés magnétiques, qui sont d'ailleurs aujourd'hui très bien connues et exploitées, puisqu'c'est avec ça qu'on fait ce qu'on appelle les IRM, les appareils d'imagerie par résonance magnétique, consistent à prendre le spin d'un proton. Donc on peut voir le spin de façon correctement quantique, comme une flèche qui est alignée dans une direction. Et d'après la mécanique quantique, cette flèche n'a que deux orientations. Soit elle est dans une direction donnée, soit elle est dans la direction complètement opposée. Ce sont les deux seuls états. Donc ce qu'on fait dans une expérience d'IRM, on fait retourner un spin nucléaire de l'hydrogène, comme on est fait à 99% d'eau. On donne un très beau signal RMN, de résonance magnétique nucléaire. Et ce qu'on mesure en imagerie médicale, c'est la vitesse, c'est le temps de relaxation. On définit une aimantation, on fait une différence de population entre les spins qui sont vers le haut et les spins qui sont vers le bas, et on regarde comment cette différence de population s'annule, comment ça revient à l'équilibre, ce qui définit deux temps, un temps de relaxation T1 et un temps de relaxation T2, et ces temps sont caractéristiques de l'eau dans un environnement donné. Donc on n'a pas le même temps de vitesse de retour à l'équilibre avec de l'eau liquide, avec de l'eau interfaciale, avec de l'eau qui a un cancer. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait du diagnostic de cellules cancéreuses, puisque la cellule cancéreuse n'a pas les mêmes temps de relaxation. Elle relaxe un peu plus vite que les cellules saines. Alors, il faut rappeler que nous sommes composés d'eau interfaciale. Là, tu nombre, parles d'eau interfaciale. Voilà, à 99%. Et donc, on utilise ce magnétisme nucléaire pour faire du diagnostic médical. Et aujourd'hui, tout le monde connaît les IRM, puisque ce sont des techniques qui sont très intéressantes par rapport aux scanners X, qui, eux, vous irradient avec des rayons X et qui sont très dangereux pour la santé. Donc, c'est le deuxième problème dans l'affirmation de Benveniste, c'est que on ne peut pas écrire sur un liquide, déjà, et ensuite, ce liquide porte un magnétisme nucléaire, et non pas un magnétisme électronique. Donc on comprend très bien que quand Benveniste a dit ça, les physiciens ont hurlé, disant mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Tout le monde sait qu'on ne doit pas écrire sur un liquide, et en plus, dans une bande magnétique, on a du magnétisme électronique qui n'existe pas dans l'eau. Et donc voilà pourquoi la phrase de Benveniste était vraiment très 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 provocatrice. Ce qui est intéressant, c'est que foncièrement, c'est une erreur, scientifiquement parlant. De faire cette analogie, on n'a pas le droit. Mais c'est grâce à cette fausse analogie qu'il a pu faire ce qu'il a fait. C'est parce qu'il avait l'idée qu'on pouvait quand même stocker de l'information, c'est parce qu'il avait cette analogie fausse dans la tête qu'on pouvait stocker une information sur de l'eau, qu'il a dérivé tout ce qu'il appelle sa biologie numérique. Le seul truc qu'il avait, c'est qu'il n'avait pas le droit de comparer ça à une bande magnétique telle qu'on les connaissait dans les années 80. Il aurait dû dire on peut stocker de l'information
Et le mécanisme de stockage de l'information sur l'eau liquide reste à trouver. On ne le connaît pas. Mais il existe peut-être un mécanisme différent de celui des bandes magnétiques qui permettrait de stocker de l'information dans un liquide et ensuite en utilisant de l'eau. Et la conséquence, ce serait évidemment que ce stockage ne serait pas de type magnétique, de magnétisme nucléaire. Parce que si c'était de type magnétique, on retomberait sur le cas de la bande classique, de la bande dont on discutait, qui, elle, est insolide. Alors, ça permet donc de bien voir que la notion d'information, au sens où on l'entend aujourd'hui, et quand je dis au sens moderne, c'est ce qu'on appelle la théorie de Claude Shannon. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'information dans la science des télécoms. Quand on veut écrire, lire ou transmettre une information, on utilise des supports solides. C'est l'état actuel de la technologie. On évite les liquides et a fortiori les gaz. On n'utilise pas la lumière? Alors ça, c'est une autre façon. C'est ce qu'on appelle l'information électromagnétique, les ondes. Et là, on code l'information sur les fréquences. Ça s'appelle la modulation de fréquence ou la modulation d'amplitude. Donc on prend une onde, qui est un signal sinusoïdal, et soit on écrit sur ça, on fait ce qu'on appelle des additions d'ondes de fréquences différentes, soit on varie l'amplitude de l'onde. Et à ce moment-là, on a de la modulation d'amplitude. Et là, oui, on peut écrire l'information sur un truc qui est complètement immatériel, qui est l'onde, et qui va se propager d'une antenne à une autre. Et après, il faut des récepteurs radio pour décoder cette onde. Mais là aussi, quand on fait ça, ça revient en fait à travailler avec des électrons. Comment fonctionne une antenne? Ce sont des électrons qui oscillent dans un métal à une certaine fréquence. Et quand l'onde arrive, bien, l'électron suit cette fréquence. Et c'est comme ça qu'on peut transformer ça en signal électrique. Qu'ensuite on envoie sur un amplificateur, c'est le poste radio, c'est la télé. Mais là, on n'écrit pas sur un... on n'utilise l'onde que pour la propagation de l'information. On n'utilise pas pour le stockage. Pour le stockage, on utilise des propriétés magnétiques. Avant, c'était les bandes magnétiques. Aujourd'hui, ça s'appelle les disques durs. Ou les clés. On a d'autres mémoires maintenant qui fonctionnent de façon optoélectronique, qu'on appelle les clés USB. Donc ça, ce sont des combinaisons de magnétisme et de lumière. Mais à chaque fois, il faut un solide. Une clé USB, c'est pas liquide. On retrouvera toujours cette notion de solide pour stocker l'information, l'écrire et la lire. Oui, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle de ça, et j'étais même presque en train de me dire que finalement, le souci, c'est pas véritablement d'écrire une information, mais il y a l'idée surtout de pouvoir la stocker. Ben oui, la conserver. C'est-à-dire que si on veut dire que l'eau stocke des informations, il va falloir définir une structure dans laquelle on va mettre cette information. Et puis ensuite, cette structure doit être stable. Mais vraiment, ce qui apparaît, ce qui est difficile, visiblement pour l'être humain, ça touche à quelque chose de vraiment très profond. Il ne peut pas concevoir que l'eau, dont il est si proche, puisse stocker de l'information. Alors que nous-mêmes, force est de constater, on est de l'eau, et qu'on est de l'eau et de l'information. Donc oui. Cette information, elle est bien stockée. Alors, elle est stockée normalement dans le cadre de la biologie standard, c'est l'ADN, qui est chargé de stocker par exemple toute l'information. Ça, c'est un des dogmes de la biologie moléculaire. C'est que tout un être humain est codé donc dans une petite boule de quelques microns qui s'appelle le noyau, sous la forme d'un long fil qu'on appelle l'ADN, d'un long fil qui fonctionne avec un alphabet à 4 lettres. Et suivant l'ordre de succession des lettres, sur ce long fil, qui peut faire plusieurs kilomètres de long, et qui est enroulé donc dans quelques microns, donc serait stocké comme sur un disque dur, parce que finalement l'ADN c'est du solide. Ah, là on trouve du solide. Là. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'on oublie qu'il est hydraté. Bah, est-ce qu'on peut faire juste une remarque? On pourrait insister là-dessus. Oui. L'ADN sans l'eau, c'est pas possible. Alors oui, ce sont des expériences qui ont été faites. Dès que les ordinateurs sont devenus suffisamment puissants pour faire des calculs extrêmement complexes,
on a mis donc in silico. Donc, in silico, on a 3 expressions. In vitro, ça veut dire dans une éprouvette. Mhm. In vivo, ça veut dire dans un organisme vivant. Et in silico, ça veut dire dans un ordinateur. On fait une expérience dans un ordinateur. Ça s'appelle une simulation. Mhm. Donc les gens étaient curieux de voir, ils ont mis l'image qu'on voit dans les livres de biologie, de l'ADN tout nu, c'est-à-dire une succession de sucres, de phosphates et de bases azotées qui définissent 4 lettres. Ils ont défini donc une petite hélice, ce qu'on appelle un duplex, c'est une double hélice de 12, d'une dizaine de bases. Puis ils l'ont mis dans l'ordinateur en disant, bon ben maintenant tu calcules, et puis tu nous dis ce qui se passe. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que la molécule se dissociait. C'est-à-dire qu'en quelques nanosecondes, elle n'existait plus. Voilà, donc Les sucres, les bases, phosphates, tout ça, ça se faisait la malle, ça se dissociait complètement. Et au lieu d'avoir une belle double hélice d'ADN telle qu'on l'avait mise au départ, on se retrouve avec des constituants séparés. Donc tu vas continuer. Je voulais juste qu'on rappelle ce petit point qui est vachement important, qui est que voilà, l'ADN sans l'eau. Alors la manip n'est pas finie, parce qu'après, une fois qu'on a vu ça, on l'a fait avec l'eau. voilà, on a rajouté ce qu'on sait de l'ADN, c'est-à-dire que l'ADN contient 90-95% en masse, d'eau. C'est-à-dire qu'on l'a complètement hydraté. Et là, on a gardé le même brin d'ADN, on a simplement mis l'eau qu'il fallait, on a remis dans le calculateur, et le calculateur, là, il a dit que la double hélice n'explosait plus. C'est-à-dire qu'on a récupéré donc la stabilité de la double hélice est bien due à l'eau, et non pas aux liaisons hydrogènes qui se forment. Alors cette instabilité, elle est facile à comprendre en fait. C'est que les phosphates, un ADN, c'est un sucre, qui est une molécule neutre, une base azotée qui est une molécule neutre, et un phosphate qui fait le lien entre la base et le sucre. Mais le problème du phosphate, c'est qu'il porte une charge moins. Ce qui fait que quand on fait un ruban, un double ruban qui fait plusieurs kilomètres de long, avec une charge moins tous les 3-4 tous les nanomètres ou 1,5 nanomètres, ça fait une telle répulsion électrostatique que ça explose. Donc pour stabiliser tout ça, il faut déjà de l'eau qui va réduire par sa constante diélectrique les interactions répulsives. Et ensuite aussi, il faudra aussi mettre des cations pour annuler la charge du ruban. Et ces cations, la cellule a choisi le magnésium. Donc on va retrouver le magnésium, l'eau et l'ADN. On ne peut pas les dissocier. Parce que les cations sont là pour faire un objet neutre et l'eau, il est pour abaisser les répulsions électrostatiques entre les phosphates. Si on ne met pas l'eau, c'est pas stable. Merci pour cette précision. On l'avait déjà évoqué dans le premier podcast, je crois. Oui, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis, moi, je suis dans cette actualité-là, puisque on parlait là tout à l'heure de Seconds of Eternity. L'image n'est pas comment les choses se font. Voilà, là, ce qui fait que si on voulait voir à quoi ressemble si on voulait représenter l'ADN dans un livre de biologie et qu'on voulait avoir une représentation fidèle de ce que c'est, de la réalité, ouais. On verrait que de l'eau. Voilà. On ne verrait pas la double hélice. Parce ça, c'est un point qui est vachement important et on y reviendra à chaque fois. Et je dirais que c'est l'intérêt, entre autres aussi, de ce podcast ou du projet qui est en train de se faire. Un peu comme cette belle photo que tu avais mis dans ta formation d'ailleurs, d'une pipe, oui. D'une pipe à ce qu'il y a de plus normal, pipe à tabac, et où il y a cette fameuse phrase « Ceci n'est pas une pipe ». Donc tableau de Magritte. Voilà. René et Magritte, effectivement, ce n'est pas une pipe, puisque belge. Une pipe, il y a toute une histoire. C'est l'image d'une pipe. Il y a le toucher, c'est une image. Une pipe, c'est plus qu'une représentation, c'est quelque chose qu'on peut prendre dans la main, qu'on peut bourrer avec du tabac, qu'on peut allumer, ça va donner un goût sur la langue, une odeur du tabac qui brûle. Ça, c'est une pipe. Ce n'est pas le tableau que... Et voilà. Alors on revient donc à l'ADN et comme quoi c'est un solide. Voilà, donc si on oublie la gaine d'hydratation, en fait l'ADN est un polymère. Exactement comme la bande plastique. Sauf que c'est un polymère qui est fait de sucre, de phosphate et de base azotée, alors que la bande plastique, elle, c'est un polyéthylène ou un polypropylène. Donc
on a la même chose. On peut dire que l'ADN est un support solide. Et c'est sur ce support solide qui est écrit et codé via les 4 lettres qui définissent les 4 bases, qui est codé comme un alphabet. Notre alphabet a 26 lettres. Bon, celui de l'ADN n'en a que 4. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, déjà avec 4, on peut faire c'est ce qu'on appelle le code génétique. Mhm. On peut coder toute la complexité d'un être humain. Donc là, on voit bien que cette information-là, elle est disponible dans la cellule, et il n'y a pas de problème. Il suffit simplement que le ruban d'ADN soit suffisamment long. Mhm. Et il est long. Très long. Est-ce que d'ailleurs, on utilise, je crois, je tiens ça de toi d'ailleurs, qu'en fait, on n'utilise qu'un tiers de l'ADN, ou on n'utilise qu'une toute petite partie. Alors ça, c'est encore autre chose. Oui, il y a ce qu'on appelle les gènes. Je voudrais pas qu'on fasse trop long, parce que sinon, Oui. Il y a ce qu'on appelle les gènes, qui sont les parties qui vont coder pour faire les protéines, parce qu'on est fait de protéines, et puis, etc. Et puis, en fait, ces gènes sont assez peu... Enfin, les parties qui ont du sens pour faire une protéine sont assez peu nombreuses. La plus grosse partie de l'ADN, on ne sait pas à quoi ça sert. Ça s'appelle le junk DNA, l'ADN poubelle, comme ça qu'on pourrait le traduire. Alors, bon, aujourd'hui, évidemment, on commence à se rendre compte que c'est pas du tout un ADN poubelle. Au contraire, il est très important. Et moi, je dirais que pour moi, l'ADN poubelle, en fait, il a un rôle crucial. C'est qu'il permet de faire des espaces entre les gènes. Donc, disons, de mettre un petit peu de vide dans l'information qui est très dense sur un ruban d'ADN. Un petit peu à la manière que... Bon, dans l'ADN, on a des codons qui définissent le début et le stop, qui seraient donc l'équivalent des blancs sur le texte. Mais ensuite, disons, il y aurait un texte qui est structuré en paragraphes, qui est lui-même structuré en chapitres, qui est lui-même structuré en tomes. Et donc le junk DNA serait ça. C'est-à-dire que ça donnerait un petit peu... Parce que si on prend un livre et qu'on enlève tous les paragraphes, qu'on met tout à la file, alors, si en plus on enlevait les blancs, ce serait encore pire. On perd tout le sens de l'information. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien distinguer. C'est qu'il y a l'information au sens quantitatif, et puis il y a le sens de cette information. Et ça, c'est un des grands problèmes qu'a la biologie actuellement. Elle sait très bien définir la quantité d'information, mais elle ne sait pas définir son sens. C'est-à-dire que telle succession de bases, on ne sait pas savoir qu'est-ce que ça va donner, ça n'a pas de sens. Et puis d'ailleurs, au sens de la théorie de Shannon, l'information de Shannon est une information dénuée de sens. C'est juste la quantité qu'on peut contenir, qu'on va transmettre lors d'une transmission, sans la perdre. Le fait que, dans la théorie de Shannon, par exemple, un roman de Balzac et un roman de Voltaire, c'est la même chose. Du moment que ça a le même nombre de lettres. Ah oui, ça c'est une bonne image. Ça. Voilà, la théorie de Shannon ne fait pas la différence entre Balzac et Voltaire. Elle traite ça comme une succession de lettres. Et avec ça, elle va définir ce qu'on appelle une entropie, contenu d'information. Donc c'est vraiment la partie triviale de l'information. C'est comme quand je vais chez le boucher et que je dis, donnez-moi 1 kilo de viande. Dans la théorie de Shannon, on dit, donnez-moi 1 kilobit. Là, c'est plutôt des gigabits, mais bon, puisque le bit est l'unité d'information. Et puis voilà, quoi. On n'a pas du tout le sens de cette information. C'est comme si chez le boucher, on ne ferait pas la différence entre le filet de bœuf, la viande d'agneau, le poulet. Pour ça, c'est de la viande. On est un petit peu dans cette situation. Et là, par contre, la biologie est très, 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 très discrète sur comment le sens est codé dans l'organisme, dans la cellule. Ça, c'est encore un truc qui reste à découvrir. Marc, je te propose de faire une petite pause. On va innover pour ce podcast. On va faire une petite pause musicale. Et puis, on va revenir sur le sujet et on va parler de ces fameux clusters. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Bien, on est de retour après cette Petit petite intermède musical. musical. Voilà, certainement tiré même une intermède musicale, tiré du projet Seconds of Eternity. Mon cher Marc, alors, donc depuis tout à l'heure, nous parlons de comment stocker de l'information dans Voilà. l'eau. Hein, on a évoqué certains sujets comme l'affirmation de Jacques Benveniste. Là, on en était par rapport à l'ADN et les difficultés de la biologie de donner un sens à l'information. Autant elle est capable de quantifier l'information, mais comme Enfin, c'est pas la biologie qui quantifie, c'est la théorie de Shannon. Oh, la théorie de Shannon, pardon, soyons précis. Mais la biologie se réfère à cette théorie, on est d'accord. Bien sûr. Hein, on est d'accord. Donc on est encore, alors, je sais pas si c'est, mais finalement on est encore dans cette problématique du métrique et du topologique. Topologie finalement. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans le quantifiable, et puis après pour donner un sens à tout ça là. Alors voilà, où est le sens? Où est le sens? C'est-à-dire que si je prends une adénine, une thymine, une guanine, ou une guanine, une thymine, une adénine et une thymine, pour Shannon, c'est la même chose. Le contenu d'information est le même. Mais pour le ribosome qui va lire ça, il ne fera pas la même protéine. Donc il y a du sens. Eh oui. Alors, le sens se trouve dans l'ordre. Mais dans quel ordre? Pourquoi il y a cet ordre? Et voilà, pourquoi il y a cet ordre, comment le ribosome fait pour savoir ce qu'il doit faire. Et parce que, bon, via le code génétique, il sait très bien que s'il voit telle base, il va falloir tel codon, il va falloir qu'il aille chercher tel acide aminé, mais après, comment on sait que telle séquence d'acides aminés va donner une protéine qui, par exemple, catalyse la capture des électrons par l'oxygène ou des choses comme ça. Bon. Et là, il y a tout un sens qui existe et qui n'est pas... Enfin, si on prend la théorie de Shannon, Shannon ne peut rien dire là-dessus. Est-ce que c'est une théorie qu'on peut trouver sur Internet? Ah oui, elle est très connue. Bon, elle est utilisée dans très connue. Ah bah si, tous ceux qui font de la pas du grand public. Considérant que je fais partie du grand public. Bah, d'ailleurs, tous les gens qui font de la biologie ont entendu parler. Oui, enfin, quand tu dis connu de tout le monde. Le mot théorie de l'information. Théorie de l'information et Shannon, S-H-A-2-N-O-N. Alors, S-H-A-2-N-O-N. Oui. Voilà, d'accord. Donc, c'était un ingénieur des télécommunications. Oui. Et son problème, c'était pas du tout la biologie. Hein. Oui, d'accord. Son problème, c'était simplement si j'envoie un signal dans une ligne électrique, on sait très bien que le signal va s'atténuer. Et donc, il voulait savoir au bout de combien de temps l'information avait disparu pour pouvoir mettre un relais. Parce qu'à partir du moment où l'information s'atténue, il faut remettre un relais. Et ce qui coûte cher dans les télécoms, c'est le nombre de relais. Si on peut arriver à mettre le minimum de relais. Donc, il avait pondu cette théorie pour mesurer le contenu informationnel d'un signal. Et avec ça, il pouvait donc comme ça calculer le nombre de relais qu'il fallait pour transmettre de façon fidèle, quelle que soit la distance, une information. Alors depuis tout à l'heure, tu te fais un peu l'avocat du diable par rapport à l'affirmation, ou en tout cas j'explique depuis tout à l'heure pourquoi l'affirmation de Benveniste était d'une provocation. Est une provocation, mais ça ne veut pas dire qu'il a complètement tort. Voilà, et c'est là que j'aimerais qu'on commence à aller maintenant, qu'on a un peu débroussaillé, que finalement, ce qui est toujours aussi intéressant, c'est-à-dire d'avoir un point de vue scientifique, et parce que parfois je trouve ça étrange quand il t'arrive de dire il n'a pas le droit de, voilà, comme s'il y avait une sorte de... Oui, c'est vrai que ça c'est une déformation, il va falloir que je le corrige. C'est comme si on a le droit de faire ce qu'on veut. C'est clair. Non, mais quand je dis on n'a pas le droit de, c'est que il y a une limitation scientifique qui donne une certaine cohérence. Oui, mais une cohérence à une idée. Une cohérence technique. Ouais, c'est ça. Donc si on veut être dans la technique, dans le reproductible, dans les choses qui sont prédictibles, on n'a pas le droit de faire certaines choses. Parce que si on fait ces choses-là, on perd cette reproductibilité, alors, on peut le faire, mais en général, c'est déstabilisant. Et bon, il y a un petit truc en nous qui fait qu'on aime bien ce qui est prédictible. Oh bah pour cause. Aller dans l'inconnu le plus total. Donc, effectivement, je ne devrais pas dire on n'a pas le droit. Mais disons,
Si on veut avoir une approche technique de la réalité, Hmm. il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Oui, alors, effectivement, mais l'idée, c'est quand même que euh, quand tu dis ce genre de choses-là, moi, ce que ça m'évoque, c'est que c'est une sorte, les scientifiques ou la science, mais de toute façon, c'est ça. En grosso modo, c'est une grande famille, une sorte de corporation. Et on retrouve ces mêmes soucis d'ailleurs par rapport à la corporation des journalistes, corporation des médecins, Oui, etc., etc. Et il y a une sorte de garde-fou, c'est-à-dire que si on dépasse cette limite, voilà, une sorte de droit, oui. c'est vraiment ça, on met en danger le groupe. Donc là, moi après, là on pourrait, c'est pas le On met sujet, en danger le groupe, oui, bien sûr. c'est pas le sujet de ce podcast. C'est un des sujets, en tout cas, du film Seconds of Eternity, qui est l'ego. Voilà. Et on retrouve souvent des problèmes à ce niveau-là, où les gens ne sont plus dans la science et plus dans la recherche, mais sont beaucoup plus axés sur leur personne, axés sur la vitalité du groupe. Mais quand on est dans le groupe, on n'est pas dans la vitalité. Et puis on dérive vers un discours religieux, Et on dit, voilà. et non plus un discours scientifique. Donc ça, c'était une petite aparté intéressante. Euh, mais ce que j'aime bien, et c'est pour ça que je fais un podcast entre autres avec toi, c'est que à la fois, bon, tu es immergé dans ce monde scientifique tous les jours, que tu es conscient et que tu es quelqu'un qui est quand même euh, qui fait attention, voilà, à pas dire aussi n'importe quoi, mais il y a une ouverture sur, bon, ben, voyons aussi Voilà. et admettons les choses. Tu vas vraiment avec beaucoup de prudence aussi. Donc tu as ce discours qui est quand même quasi religieux, on n'a pas le droit d'eux, mais à la fois il y a quand même une ouverture chez toi qui fait qu'on peut dialoguer d'ailleurs tous les deux. Et c'est grâce à ce dialogue d'ailleurs qu'on peut trouver des choses aussi Bien intéressantes sûr. comme le projet que je suis en train de faire actuellement. Hmm. Alors, cette information, comment stocker de l'information dans l'eau? Alors, on va prendre donc maintenant l'information de Benveniste pour une réalité, parce qu'en fait, lui, il en était convaincu. Mm. Bon, il utilisait une image qui est fausse. Mais bon, tant pis. Lui, ce qui est sûr, c'est qu'il était convaincu qu'on pouvait écrire dans l'eau une information. Alors maintenant, ce qui nous a pas il était quand même parfaitement conscient qu'il allait falloir, et c'est pour ça peut-être qu'il avait pris l'analogie avec la bande magnétique, c'est parce que suite à ses recherches, il en était arrivé à ce que cette information était de nature électromagnétique. C'est-à-dire qu'on va utiliser des champs électriques et des champs magnétiques pour faire cette écriture ou cette lecture. C'est une des bases de sa biologie numérique. Et c'est vrai que pour écrire sur une bande magnétique, on utilise aussi des champs électriques et des champs magnétiques. Donc là, l'analogie Mhm. est, disons, correcte. Ce qui n'est pas correct, c'est que ces champs électriques, ces champs magnétiques, dans la science traditionnelle, écrivent sur des solides, interagissent avec des solides, alors que là, il proposait d'interagir avec un liquide. Alors, on en vient à ces fameux clusters d'eau, Le fameux cluster. parce que ça, bon, Alors, officiellement. dès la sortie du... Parce que moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'eau, disons, dans les années 80, 82, parce que j'étais en train de faire une thèse en chimie sur les processus de gélification des solutions aqueuses, comment transformer l'eau en solide. Ah tiens, ah tiens, tiens. Oui, comment transformer une eau liquide en une masse solide qu'on peut prendre avec la main, qui ne coule plus. Et tout au long de ma thèse, j'ai travaillé beaucoup avec l'eau pour faire ces gels, parce qu'il y a toute une activité expérimentale. Et j'étais à 100 lieues de me préoccuper de biologie, de benvenisterie, d'homéopathie. Tout ça, c'était des choses qui pour moi étaient complètement Ouais, ouais, étrangères à ma recherche. ouais. Par contre, en 88 est paru donc ce fameux papier de Jacques Benveniste, et il a fait tellement de bruit que même pour des chimistes qui étaient très éloignés de la biologie et des gens qui travaillent dans la science des matériaux, on en entendait parler. Pour dire l'onde de choc que ça a fait, ça a secoué évidemment les biologistes, mais ça a secoué aussi les physiciens qui ont hurlé avec ces problèmes de magnétisme, de bande magnétique liquide. Et les chimistes, évidemment, tout de suite, ça nous a atteints parce que
L'eau a cette propriété donc de faire des liaisons hydrogènes. C'est une des caractéristiques de l'eau. Elle ne peut pas rester isolée, on l'a déjà dit, elle fait des liaisons hydrogènes. Et on peut définir avec plusieurs liaisons hydrogènes des domaines dans l'eau, qu'on appelle les clusters. Et à cette époque, je regardais un petit peu ça. Ça m'intéressait, cette structuration en cluster de l'eau. Bon, j'y comprenais rien parce que j'étais un jeune chercheur et que j'avais beaucoup à apprendre. Et quand j'ai lu ce papier de Benveniste où on invoquait donc que l'eau pouvait servir de support à une information, évidemment, comme beaucoup de gens, j'ai eu l'idée que cette information devait être stockée dans ces clusters d'eau. Et j'ai même fait un petit article où je comparais l'homéopathie à l'époque, si mes souvenirs sont bons, dans la médecine allopathique, on soigne les gens avec, c'est comme prendre une enveloppe et mettre quelque chose dedans. Eh bien, en médecine allopathique, on soigne avec le contenu d'enveloppe, alors qu'en homéopathie, on soigne avec l'enveloppe. C'est avec le cocon hydrique qui contenait la molécule. Donc ça, c'était en 88. Tout de suite après la publication du papier de Benveniste, j'avais tout de suite dit, tiens, ça serait marrant qu'on sait que l'eau est structurée en clusters, et que ces clusters, ma foi, comme ils ont des formes et des tailles variables, Oui, mais excuse-moi, on a un on n'a pas processus évoqué ce qu'était un cluster pour s'imaginer. Alors le mot cluster, on devrait utiliser en français le mot grappe. Voilà, alors grappe. C'est-à-dire en grappe, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a une grappe, par exemple, on va prendre un chiffre, qui fait 6 molécules. Mais j'ai des grappes qui en ont 40, j'en ai des grappes qui en ont 2. D'accord. Le plus petit cluster, c'est le dimère à 2. Et c'est des clusters, ça change toujours, le nombre change toujours? Alors, non, justement, on va reprendre ça simple. Qu'on appelle le cluster d'eau, c'est une vision statique. C'est-à-dire qu'on immobilise l'eau et on compte combien il y a de liaisons hydrogènes entre les molécules. On prend un morceau d'eau et puis on compte. Donc s'il n'y en a qu'une, ça fait un dimère, ça s'appelle un dimère. S'il y en a 6, c'est là où ça devient intéressant, c'est que le cluster d'eau à 6 molécules peut exister bien sûr sous plusieurs formes. Alors il y a une forme de livre, il y a une forme de cage, il y a une forme de cycle, un anneau. Ce qui fait que pour un même nombre de molécules, on peut changer la forme. Et c'est là où l'idée c'était de dire que finalement l'information se codait dans la forme. Voilà, qui était définie par les liaisons hydrogènes. Et cette interprétation a eu beaucoup de succès parce qu'on la retrouve de partout sur le net. Cette chose qu'on peut écrire sur un cluster d'eau. Mais attends, c'est ce que tu avais écrit dans l'article qui a été repris après? Oui, en 88. Mais parce qu'à l'époque, j'étais jeune. Et j'étais bien loin de comprendre que c'était que l'eau liquide. Et comme tous les scientifiques, j'avais une vision statique. Je n'avais pas une vision de l'eau en mouvement. Et comme tous ceux qui reprennent... Et comme tous ceux qui reprennent cette image, comme quoi il y a des clusters d'eau dans l'eau liquide et que ce serait sur ces clusters d'eau qu'on écrirait l'information homéopathique, cette information est tellement... c'est vrai que c'est très beau sur le papier. Alors le problème, c'est que ça ne tient pas, parce qu'on va retomber dès qu'on met le mouvement. Comme le cluster est détruit en 10-12 secondes, même si on arrive à définir à un temps donné, en termes d'équilibre entre des chaînes, des cycles ou d'autres formes, à écrire, à avoir un contenu informationnel, 10-12 secondes après, hop, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Donc aujourd'hui, cette interprétation, on sait qu'elle n'est pas correcte. Bon, ceci dit, elle a l'avantage d'être très simple à expliquer, ce qui fait que beaucoup de gens la reprennent. Alors ils la reprennent sous différentes versions. La version, disons, la plus soft, c'est simplement de dire qu'il y a des clusters dans l'eau et qu'on va faire un traitement de l'eau pour favoriser, par exemple, tel type de cluster. Alors, c'est les fameuses eaux hexagonales, par exemple. Il y a des gens qui disent qu'ils vont structurer l'eau en hexagone, et ça définit un cluster. Il y a les eaux pentamères, il y a les eaux trimères, il y a les eaux... donc, on va dire... On va définir un procédé qui définit un cluster, et ensuite ces clusters, une fois qu'ils sont définis, ont des propriétés biologiques. Donc tout ça, évidemment, ça ne tient pas la route, parce que ces clusters, bien sûr, existent, mais à une échelle de temps qui est tellement brève que
c'est illusoire de vouloir écrire quelque chose là-dessus. Alors, moi, j'ai une idée. Tu vas retrouver le danseur de salsa que je suis. Parce que c'est une question que je me posais d'ailleurs. Mais est-ce que l'information, puisque je trouve là que, par rapport à ce que tu dis, que l'information venait peut-être de la forme, mais est-ce qu'on ne peut pas non plus imaginer que c'est l'addition des formes en mouvement qui, Oui. à un moment donné, peut créer cette information? Alors ça, c'est l'image qui est effectivement reprise de façon classique. C'est qu'on peut avoir donc une conservation de la forme dans le mouvement. C'est-à-dire que si on prend par exemple une rivière, elle coule, mais on la reconnaît instantanément. C'est-à-dire on sait très bien si c'est la Garonne, si c'est la Loire, si c'est le Rhône, simplement à sa forme, alors qu'elle se renouvelle tout le temps. Alors quand tu dis sa forme, est-ce que c'est pas Sa la forme forme du lit? Alors la rivière, c'est peut-être un petit peu pas à notre échelle, c'est trop gros, mais on va prendre simplement un être humain. On a un isotope de l'hydrogène qui est le tritium, qui a pour essayer d'être radioactif. Ce qui fait que quand on fait injecte dans un organisme humain de l'eau tritiée, qui est une eau radioactive, on n'en met pas beaucoup, un petit peu, on va mesurer ensuite la radioactivité de ce tritium. C'est un émetteur très caractéristique. Et en mesurant comment cette radioactivité diminue dans le temps, on peut savoir à peu près en combien de temps on renouvelle son eau. Ah oui, intéressant. Et on tombe, c'est une moyenne, ça peut être entre 6 et 15 jours, on va mettre une moyenne à 10 jours. C'est-à-dire qu'on est fait à 99% d'eau, et tous les 10 jours, toutes ces molécules d'eau ont changé. En 10 jours? Oui, en 10 jours. Alors ça, c'est une moyenne par rapport... est-ce qu'on a une parce fourchette? qu'il y a des organes qui se renouvellent plus vite que d'autres. Puis après, ça Il y a peut des dépendre zones de l'activité de la personne aussi, Voilà, il y a non? des zones où l'eau, par exemple, au cœur des protéines ou au cœur de l'ADN, elle est extrêmement peu mobile, donc elle va se renouveler très lentement. Et puis il y a d'autres compartiments hydriques où là, ça se D'ailleurs, renouvelle. c'est une question que je voudrais te poser, j'en profite là. On boit de l'eau, on absorbe de l'eau Oui. tout le temps. Hein. Alors soit on l'absorbe... On absorbe parce qu'on en perd. Voilà, alors justement. Donc, soit on absorbe de l'eau, et alors, complémente si j'ai omis quelque chose, donc, par voie buccale, par la peau, Par la peau, par les poumons, par les poumons, dans ce qu'on respire aussi. ok. Mais là où je m'interrogeais, c'était quand on boit de l'eau liquide, est-ce qu'on connaît le mécanisme? Est-ce que on passe de cette eau liquide à l'eau interfaciale en fait? Moi, je ne le connais pas. D'accord. Donc je vais être honnête, je n'ai aucune idée, quand on boit de l'eau liquide, comment cette eau liquide ensuite devient de l'eau interfaciale, parce que c'est ce qui va lui arriver. Alors peut-être qu'il y a des biologistes qui connaissent la réponse. Je ne connais pas ces biologistes. Alors, on fait un appel ici. Déjà que les on peut faire un appel. Sur des biologistes qui s'il y a des s'intéressent à l'eau, biologistes déjà. qui connaissent, parce que moi j'ai des connaissances limitées, je ne peux pas tout savoir. Non, bon, Donc s'il y a des biologistes qui savent comment l'eau liquide qu'on boit se transforme en eau structurée, interfaciale. Bon, ce qu'on sait par contre, c'est que par où elle passe. On sait que les cellules s'hydratent via des petites protéines qui s'appellent les aquaporines. Ah. Donc ça, on le sait. Alors ça sera d'ailleurs les aquaporines, on les verra bientôt dans un podcast ça sera un podcast vidéo. Oui, parce que c'est mieux de voir une image. Où, on va faire même une succession d'images, de vidéos que nous allons sélectionner, Voilà. et puis avec des commentaires off sur donc, parce que l'aquaporine, je trouve ça vachement intéressant de le voir. De manière très brève, le problème est simple. Toutes les cellules sont entourées d'une membrane qui est de type graisse, lipidique. Et cette membrane, évidemment, est imperméable à l'eau, comme tout ce qui est graisseux. Donc, ça a posé la question comment l'eau rentre, sachant que toutes les cellules sont colorées d'une membrane qui est étanche. Donc, on pensait au départ que c'était le mouvement des lipides qui faisait apparaître un trou suffisant pour que la molécule d'eau se faufile. Donc, ça marche, bien sûr. Mais alors, le problème, c'est que les débits ne correspondent pas du tout avec les débits qu'on observe. Donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à chercher des protéines transmembranaires qui sont enchâssées dans cette membrane et qui servent de canal par lequel l'eau rentre
Et là, on a des canaux, qui sont très efficaces. 10 milliards de molécules à la seconde passent là-dedans. 10 milliards de molécules. Voilà, on passe dans chaque canal. Et donc, on sait que l'eau rentre et sort de la cellule via ces canaux, qu'on appelle les aquaporines. Alors maintenant, comment tout ça, après, on part de l'eau liquide et ensuite par quel cheminement on arrive aux aquaporines, c'est un sujet qui est passionnant. Parce que ça pose le problème de la différence entre l'eau extracellulaire et l'eau intracellulaire. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Mais là, j'avoue que j'ai essayé de trouver des informations, mais il n'y a pas beaucoup d'articles pertinents qui m'ont donné, qui ont étanché ma soif d'informations. Donc, s'il y a des gens qui ont des idées claires là-dessus, le mieux, c'est qu'ils mettent un email. Qui nous envoient donc un email à l'adresse. À elive.marc.henri. Où ils donnent leur point de vue avec les références. gmail.com. Avec les références. Moi, j'irai voir les références. Et puis après, on pourra en reparler dans le cadre des séances. Oui, parce que certainement qu'au mois de juillet, on refera encore un podcast et puis tu pourras y répondre éventuellement. Voilà. On continue quelques instants sur... donc on a balayé un peu le cluster, en tout cas de la vision statique. Alors le cluster d'eau existe dans l'eau liquide, mais sa durée de vie est très brève. Donc il faut le stabiliser, si on veut écrire de l'information. Alors les deux mécanismes de stabilisation sont simples, on les connaît. C'est d'une part de vaporiser l'eau. Vaporiser l'eau. Bah oui, de faire une eau vapeur, parce qu'auquel cas les molécules d'eau sont plus en contact et les clusters vont rester isolés. Ils vont gagner de la stabilité, parce que s'ils se forment et se déforment, c'est parce qu'il y a d'autres clusters à côté. Et ils passent leur temps à se causer. L'autre mécanisme qu'on connaît, c'est de mettre ça dans une poche enzymatique, par exemple. C'est-à-dire qu'on va définir une cavité dans la matière protéique ou l'ADN, et dans cette cavité, c'est pareil, on sépare les clusters des autres clusters, et à ce moment-là, ils deviennent stables. Mais à ce moment-là, c'est de l'eau interfaciale. Donc soit on fait de l'eau interfaciale, soit on fait de l'eau vapeur. Donc sur l'eau vapeur, c'est encore pire que sur l'eau liquide, c'est hors de question d'écrire. Par contre, sur l'eau interfaciale, bon là, il y a peut-être une possibilité. Mais si on prend la théorie de Benveniste, il ne parle pas d'écrire sur l'eau interfaciale. Il parle d'écrire sur l'eau liquide. Et ensuite, cette information qui est stockée sur l'eau liquide se transmettrait à l'information qui, elle, est l'eau interfaciale. Et pourtant, ça a quand même réussi, puisqu'il a fait la biologie numérique. Oui. Donc, est-ce qu'on peut l'homéopathie fonctionne sur ce principe-là. Ouais. Donc, comment on peut résoudre le problème? Il va être... personne n'a la solution. Hein. Sinon, comme dirait le proverbe, ça se saurait. Moi, après avoir beaucoup lu, il y a une solution qui existe, qui est en accord avec la structure liquide de l'eau, qui permet d'écrire de l'information. Et cette solution, elle est dans le cadre donc de la théorie quantique des champs. La théorie quantique des champs. C'est-à-dire qu'elle a été trouvée d'ailleurs, c'est assez amusant. Le mécanisme suivant lequel on pourrait écrire cette information a été trouvé en 88, la même année que Benveniste faisait publier son article dans Nature. Et elle a été trouvée donc par un groupe de physiciens italiens, M. Preparata et Del Giudice, qui sont des physiciens théoriciens qui font de la théorie quantique des champs, et qui aussi avaient lu l'article. C'est pour ça que je dis cet article de Benveniste était une onde de choc dans tout le monde scientifique. Hein. C'était des physiciens théoriciens qui se sont dit, on va essayer. Alors, en fait, Preparata était déjà quelqu'un qui pensait en cohérence quantique. Et donc, il avait déjà émis toute une théorie, et en fait, il a embrayé tout de suite. Quand le papier de Benveniste est parti, ils ont fait un tout petit papier de 2 pages. Absolument incompréhensible. Moi, je me souviens très bien, mon épouse qui travaillait à l'époque dans le laboratoire de Benveniste, elle faisait ce qu'on appelle un DEA. Benveniste avait eu copie de ce papier, et donc il lui avait donné à elle en disant ton mari est chimiste et physicien, donc est-ce que il peut lire le papier? Moi je l'avais lu, j'avais rien compris du tout. C'était de la théorie quantique des champs, hein, c'est-à-dire des Hamiltoniens, des choses absolument. À l'époque, j'avais pas du tout le background scientifique pour attaquer à ça.
Donc, comme tout le monde, j'ai rien compris. Et puis, bon, ben, les physiciens, ces physiciens-là ont fini par se rendre compte qu'ils ont écrit un papier, mais que personne ne le comprenait, ce qui n'est pas très utile. Donc, eux aussi, ils ont mûri. Et maintenant, c'était 88, donc on est en 2011. 11, Donc là, ça fait 23 ans. 23 ans après. Ils ont suffisamment mûri par eux-mêmes pour produire des choses qui sont lisibles par le commun des mortels. Enfin, le commun des scientifiques, pas le commun. C'est quand même illisible par le commun des mortels. Hein. Oui, d'accord. Mais quand on a une bonne connaissance scientifique, là, ça devient lisible. Et je suis en train de travailler avec eux, parce que j'ai pris contact avec ces gens-là, évidemment. Ouais. Et on est en train de préparer un papier qui sera encore plus lisible pour les biologistes, pour les chimistes, parce que même dans la version que moi j'ai eue, que j'ai réussi à comprendre, enfin, ça reste quand même difficile à comprendre pour un biologiste. Ouais, tu veux dire dans la version même édulcorée, Voilà. c'est pas encore. Donc là, très on prépare accessible. une version encore plus édulcorée pour que les gens comprennent quel est le mécanisme qu'invoquait Jacques Benveniste, qui est évidemment pas du tout un mécanisme comme dans une bande magnétique, hein. Un mécanisme très différent qui fait intervenir un couplage entre trois choses qui sont d'une part de l'eau, évidemment, ça c'est la base, du vide, il faut du vide, et de la lumière. Il faut les trois. Oh, quel programme. Et quand on met ces trois choses ensemble, effectivement, via ce qu'on appelle la cohérence quantique, une fois qu'on sait ce qu'on appelle la cohérence quantique, on a un moyen, et alors c'est ce que je trouve absolument superbe dans cette vision des choses, c'est que pour écrire cette information quantique, et pour qu'elle soit cohérente, il faut que ça bouge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire de façon cohérente sur quelque chose qui est fixe et solide. Ça, c'est beau. Eh ben oui. Donc c'est justement ce qu'on a besoin. On avait besoin de ça. Comment on peut écrire sur quelque chose qui est en mouvement. Et bon, ça fait appel à une des fameuses relations d'incertitude de la théorie quantique des champs, qu'à partir du moment où un nombre d'objets fluctue, la phase des champs quantiques est bien définie. Par contre, dès que le nombre d'objets est fixe, cette phase de champ quantique devient indéterminée, c'est-à-dire qu'on perd l'information de phase. Et la grande idée donc, de ce groupe italien, c'est que l'information serait stockée donc, sur la phase quantique d'un domaine de cohérence, qui est une association de vide, d'eau et de rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire de lumière pour simplifier. Alors c'est une lumière. Pardon, c'est une photons. Lumière. Les photons dans la théorie quantique, la lumière. Aujourd'hui, on sait que l'approximation, les champs magnétiques et les champs électriques, ce sont des choses macroscopiques, hein, qui n'ont que peu d'intérêt. Si on passe en vision quantique, c'est-à-dire en termes, on quantifie les champs, la particule qui est associée aux champs électriques et champs magnétiques, c'est le photon. Et donc on prend le photon, on prend le vide, on prend l'eau, et puis ça permet de faire une petite tambouille quantique qui a une phase bien définie, à condition que le nombre d'objets fluctue. Ça, c'est la clé. Il faut que ça bouge. Si ça ne bougeait pas, on ne pourrait pas définir. Et l'idée, c'est de dire que justement, donc on écrit sur les solides, on stocke sur les solides la quantité d'informations, et on lit et on écrit dans l'eau le sens, en fait, de cette information. Il serait là, dans les phases quantiques associées à ce qu'on appelle ces domaines de cohérence. Eh bien, écoute... Petite pause, peut-être. Hein ? Petite pause, peut-être. Je crois. Là, c'est superbe. Parce que là, ce que j'ai apprécié dans l'évocation là, de ce sujet, c'est je trouve que ça te ressemble, d'ailleurs. À la fois, quand même, un côté précis, scientifique, etc. Voilà ce que la science... l'actualité de la science. Et puis, l'autre science qui travaille aussi, que tu vois par exemple la réaction de ces gens, c'est assez rare pour des scientifiques, de se dire why not après tout. Oui. En tout cas, c'est l'idée naïve que je me fais d'un scientifique qui cherche. On gagne toujours à science à être curieux. Oui, c'est indéniable. Essayer de dépasser une limite, c'est-à-dire essayer toujours de dire c'est pas parce que ce phénomène-là ne rentre pas dans le cadre de la science actuelle qu'il n'y a pas un cadre plus grand et plus vaste qui permettra de le comprendre. Mais une grande majorité, malheureusement, de gens... Voilà, alors là, c'est typique, c'est que la théorie quantique des champs,
En fait, c'est le cadre le plus général qu'on puisse avoir. Ah oui, d'accord. Mais personne ne l'utilise parce que c'est d'une complexité mathématique effroyable. Ah ouais. Bon, en tout cas, c'est de bon augure. Écoute, est-ce que tu as au moins une idée de quand est-ce que tu vas sortir ce papier? Ben là, il est en relecture. Actuellement, il a été Ah, il est écrit. en relecture. Oui, il est en relecture par mois, puisque c'est un papier qu'on fait en commun. Donc là, je leur ai demandé de simplifier. Ouais. Parce que moi, quand j'ai lu le papier qu'ils avaient fait, où j'ai enfin pu comprendre de quoi il s'agissait, j'ai essayé de refaire les calculs, Ouais. et j'ai trouvé des tas de choses très bizarres. J'y arrivais pas. Ouais. Donc c'est pour ça que je leur ai demandé de se justifier pourquoi j'avais toutes ces difficultés. Ouais. Et alors là, la réponse était délicieuse. C'est que, évidemment, le papier en question était bourré d'erreurs. Mais des erreurs de typo, des erreurs de... Ce qui fait que c'est incompréhensible, quoi. Donc là, je leur ai quand même fait remarquer que ce serait bien d'avoir un papier sans erreur. Et c'est comme ça qu'ils ont été amenés à le réécrire, en le simplifiant. Et là, maintenant, je suis en train de le reprendre complètement. C'est un papier qui fait 20 pages. Et je ne donnerai pas mon accord, parce que je suis sur le papier. Donc, tant que je n'aurai pas compris, refait tous les calculs. Bien sûr. Pour être sûr, Bien sûr. que maintenant, il n'y ait plus d'erreur de typo, qu'il n'y ait plus... Il faut faire très attention à ça. Ouais. Si on veut que ce papier puisse être utilisé ensuite comme point de départ pour supporter l'homéopathie, la théorie de Benveniste et tout ça, il faut être absolument carré et inattaquable. Eh oui, complètement. Donc là, je suis en... Mais tu n'as pas de date? Non. D'accord. Bah non, parce que si je bute sur un problème, Ok, d'accord. il faudra que C'était juste pour savoir. il faudra parce que je connais pas le redialogue avec eux en disant là, ça va pas, qu'il faudra qu'ils réécrivent. Ouais. Donc on est dans la phase, disons, de peaufinement. Comme je connais pas un peu. Par contre, les idées sont là. Bon, d'accord. Ne connaissant pas le processus, comment ça se passe, c'est pour ça que je te posais la question. Alors, on va faire une petite pause musicale, une de plus, et puis on va se retrouver après pour aborder le sujet des potentiels chimiques, activité de l'eau. Et j'en profite avant la petite pause de rappeler que si les gens ont des questions de façon générale sur l'eau ou sur le contenu de ces podcasts, eh bien, vous laissez un email à Marc, il vous répondra. Donc, l'adresse c'est elive.marc.henri@gmail.com. Vous avez toutes les informations sur le site internet. Et écoutez, si la question n'est pas trop longue aussi, parce que tu as quand même de l'activité Annexe, oui. Hein, mais si en tout cas, posez vos questions, n'hésitez pas. Si de toute façon, si tu as le temps d'y répondre, tu y répondras. Donc tout de suite, une petite pause musicale. Voilà.
Eh bien, nous voilà de retour pour ce podcast consacré à l'eau. Je suis avec Marc-Henri et nous sommes. C'est le 4e podcast. Oui. On a abordé beaucoup de sujets. Dans celui-ci, on a fait une longue partie sur comment stocker de l'information, qui est quand même très important par rapport aux polémiques qu'il y a eu sur la question et sur une fausse interprétation, en l'occurrence des clusters qui sont parfois utilisés à des fins mercantiles. Donc là, on a la voix d'un Oui, scientifique. donc on peut en profiter pour dire quand même que tous les gens qui revendiquent, qui essayent de vendre des appareils qui peuvent valoir plusieurs milliers d'euros, Mhm. et qui revendiquent de jouer sur la structure de ces clusters, tous ces gens-là ont un discours qui n'est pas scientifique. Mhm. C'est-à-dire que la science refuse de rentrer dans cette problématique-là, parce qu'on ne sait pas comment contrôler la taille d'un cluster. Mhm. Et en plus, même si on savait le faire, la durée de vie est tellement brève Mhm. que si on arrivait à structurer par exemple tout en eau hexagonale, 10-12 secondes après, il n'y aurait plus rien. Mhm. Donc il y a un peu de fumisterie ou de simplification, disons plutôt à outrance, de la part de ceux qui invoquent ce type d'argument pour justifier le prix de vente ou les soi-disant effets biologiques Mhm. qu'auraient ces clusters sur la santé ou sur l'hydratation. Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est imaginer la vie statique, et elle est tout sauf Voilà, statique. les clusters sont par définition des choses statiques. Ça ne peut pas représenter de façon fidèle la structure spatio-temporelle de l'eau liquide. Mhm. Alors nous passons au 2e sujet de ce podcast. Je pense que ce sera d'ailleurs le 2e et dernier. On va voir le temps qui nous sera imparti, mais je pense que les autres sujets, on l'évoquera dans le prochain podcast. Alors il s'agit du potentiel chimique. Alors je t'ai demandé par rapport à ce sujet, parce que je me souviens donc d'avoir encore une fois, je vais me répéter, mais d'avoir assisté à ta formation qui m'a été très utile pour le coup, où tu parlais du potentiel chimique, et c'était quand même un point très très important. D'ailleurs, les gens qui avaient assisté à la formation auraient voulu plus d'explications. Enfin bon, après tu peux pas tout mettre, hein, c'est sur non. un week-end. C'est Déjà que t'en dis déjà quand même pas mal. D'ailleurs, je profite, parce que là je parle de ta formation. Sur ta fiche personnelle, pour les gens qui voudraient faire une formation, vous avez tous les Qui contacts. voudrait aller plus loin, oui. Ouais, si vous voulez aller plus loin, donc ça se passe le temps d'un week-end. En allant sur la fiche personnelle, vous avez la possibilité, donc la fiche personnelle de Marc sur le site du podcast, vous avez la possibilité donc de contacter la personne, qui est en l'occurrence ta femme, hein. Oui, mon épouse. Voilà, Sylvie pour la nommer. Donc ça c'est déjà une première chose pour assister aux formations, et là c'est la grande idée, c'est vous avez filmé la première formation. Oui. Et donc c'est disponible. Enfin, ce sera disponible début juin. Voilà, alors début juin, vous aurez, c'est 8 DVD, 8 c'est ça ? DVD d'1h30. Voilà, 8 DVD d'1h30. Alors, c'est très simple, pourquoi 8 DVD d'1h30 ? C'est parce que Marc fait 8 sessions pendant le week-end d'1h30. Voilà, sur l'eau dans la cellule. Ou l'eau et la cellule ? Non, c'est l'eau dans la cellule. L'eau dans la cellule. L'eau dans la cellule. C'est l'intitulé de la formation. Et vous avez la possibilité d'acheter ces 8 DVD qui sont l'intégralité de la formation pour ceux qui ne peuvent pas, pour X raisons, de se déplacer aux formations de Marc. Alors le prix sera communiqué en envoyant un email à la personne en question. À mon épouse qui gère tout ça. Voilà. C'est la dame qui gère. On retrouve ça dans beaucoup de couples, hein, d'ailleurs. Ouais. Alors, maintenant qu'on a fait ce bref passage, on va parler du potentiel chimique. Alors, Marc, qu'est-ce qu'un potentiel chimique ? Voilà le grand mal-aimé. Ah, c'est un mal-aimé. Le potentiel chimique porte très mal son nom d'abord. Ben voilà. Parce qu'il y a le mot chimique. Et que c'est un concept qui est d'une généralité incroyable. Et donc, c'est un petit peu dommage qu'on
qu'on l'appelle comme ça, parce qu'il s'applique aussi bien en physique nucléaire qu'en physique astronomique. C'est un concept qui est d'une généralité, qui est lié au second principe de la thermodynamique, en fait, et donc qui est d'une généralité effroyable, et qui s'appelle comme ça parce qu'il a été mis en évidence pour la première fois en thermodynamique vers la fin du 19e siècle. La thermodynamique étant à cette époque le support physique pour la chimie. En fait, le potentiel chimique répond à une question toute simple. C'est que si un système doit évoluer, d'une manière quelle qu'elle soit, c'est-à-dire si un système n'est pas stable. Un système vivant. Non. Non. Ah non, justement. N'importe Quel système. Si on a quelque chose qui est en évolution, quel va être le sens de cette évolution? Et quels vont être, on va prendre l'exemple pour simplifier, pour que ce soit assez clair, parce que ça peut être très compliqué. On va prendre par exemple un composé qui peut exister soit à l'état liquide, soit à l'état vapeur, la molécule d'eau. Par exemple. Cette molécule d'eau à l'état vapeur, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'elle se condense. C'est une transformation. Pourquoi une vapeur se condense? De la même façon, pourquoi une molécule qui serait dans le liquide va s'évaporer? Le potentiel chimique répond à ces questions. Et non seulement il répond en disant, il donne la force motrice du changement, mais il va aussi donner quelles sont les formes, les nombres d'objets qu'on va trouver à l'équilibre. Par exemple, si j'ai une eau qui s'évapore, je prends un verre d'eau, je le mets dans une enceinte close, parce que si je le mets dans une enceinte qui n'est pas close, tout le verre va s'évaporer. Donc on ferme. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de molécules d'eau qui vont passer de l'état liquide à l'état vapeur. Il va y avoir un certain nombre de molécules de vapeur qui vont rentrer dans le liquide. Le potentiel chimique répond à cette question, combien à l'équilibre, l'équilibre étant le point où il y a autant d'eau qui sort que d'eau qui rentre, qu'on soit qu'à ce moment-là on a atteint un état stationnaire, on dit que le système est à l'équilibre, le potentiel chimique permet de savoir combien il y aura de molécules d'eau à l'état vapeur et combien de molécules d'eau à l'état liquide. Bon, là j'ai pris un exemple très simple, mais c'est très général. On peut définir un potentiel chimique pour n'importe quoi. Si j'ai un objet qui est dans un état A ou dans un état B, dans deux états différents, on va définir ce qu'on appelle le potentiel chimique dans l'état A, le potentiel chimique dans l'état B, et la caractéristique de l'équilibre, ce sera que les potentiels chimiques seront les mêmes lorsque l'état sera stationnaire. C'est-à-dire que si je calcule cette quantité dans l'état A ou dans l'état B, je trouve la même valeur. C'est un principe thermodynamique très général qu'on peut relier en fait à la statistique de Maxwell-Boltzmann. Cette statistique de Maxwell-Boltzmann étant reliée donc à la fonction entropie, qui croît toujours jusqu'à atteindre un état stationnaire, maximum en général. Et quand on écrit cette loi, donc, elle est écrite généralement sous forme exponentielle, mais quand on l'inverse, on trouve la loi standard du potentiel chimique avec la fonction logarithme. Donc c'est cette fonction qui va être responsable de tous les moyens qu'on a de savoir quand un système peut se répartir entre deux états, ou entre n états, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne dépend pas du nombre d'états. Cette répartition va se faire de telle manière que lorsque l'état devient stationnaire, n'est plus un état en évolution, tous les potentiels chimiques, quelle que soit la phase ou l'état dans lequel je me trouve, doivent être égaux à la même valeur. Donc l'expérience que j'avais prise dans la formation est assez simple. Vous prenez, c'est l'expérience des vases communicants. La simple expérience que quand on prend dans le film que je montre, il y a 4 vases communicants, 4 vases qui ont des formes différentes et qui communiquent entre eux. Si on verse de l'eau dans ces vases, la hauteur d'eau sera la même dans tous les vases. Donc la hauteur d'eau est un potentiel chimique pour ce problème. Si on prend par exemple, ça c'est plutôt la petite chose pour laquelle je suis réputé dans le milieu scientifique, c'est que si on prend le mouvement des électrons entre les différents atomes, ce qui donne les liaisons chimiques, à l'équilibre, les électrons vont se répartir de telle façon à ce que le potentiel chimique de ces électrons soit le même dans tous les atomes. C'est ce qu'on appelle l'électronégativité. On peut
chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit bouger entre plusieurs états, on peut définir cette grandeur qu'on appelle le potentiel chimique. Et ce potentiel chimique s'écrit d'une façon universelle. Il s'écrit toujours comme un potentiel qu'on appelle standard, de l'état pur, qui caractérise le comportement de l'objet quand il est avec lui-même, dans une phase bien donnée. Et on y rajoute un facteur qui dépend de la température fois le logarithme du nombre d'objets. Et c'est là où ça va plutôt de la fraction. Nombre d'objets d'une espèce donnée sur le nombre d'objets total. Et c'est là où on voit l'intérêt de raisonner en nombre, et non pas en masse. C'est que comme c'est le potentiel chimique qui donne la direction et qui permet de quantifier le changement, c'est bien en nombre qu'il faut raisonner et non pas en masse. Donc par rapport à ça, en quoi là, ce potentiel chimique a une telle importance pour comprendre l'eau? Alors, ça a une telle importance pour... en fait, ce n'est pas les scientifiques qui l'utilisent, c'est ça qui est paradoxal. C'est que c'est un concept extrêmement scientifique. Mais si on prend l'eau, par exemple, dans un aliment, on a exactement le cas où le potentiel chimique est important. Parce que vous prenez un aliment, vous le mettez à l'air, qu'est-ce qui se passe? Il se déshydrate. C'est-à-dire qu'on a l'eau qui peut se trouver dans deux états. Soit sous forme d'eau interfaciale dans l'aliment, soit sous forme d'eau vapeur. Allez, sous forme d'eau interfaciale dans l'aliment. Bah oui. Une pomme, c'est C'est de l'eau l'eau interfaciale. interfaciale. Bah oui, c'est de l'eau structurée en couches sur des protéines, sur des sucres, comme toute matière. C'est tout le sens qu'on travaille dans la formation l'eau dans la cellule, c'est d'apprendre que l'eau n'existe pas sous forme liquide, mais on pourrait appeler ça un quatrième état, qui est liquide, Très méconnu solide, d'ailleurs. Qui est très méconnu. qui est très méconnu scientifiquement, mais qui est tellement banal que dès qu'on voit une eau cellulaire, c'est forcément une eau interfaciale. Donc si on regarde une plante, si on regarde même une surface, on n'a pas besoin d'être vivant pour faire de l'eau interfaciale. Parce que l'eau interfaciale, c'est ce qui se place dès qu'on a une surface hétérogène. Cette surface peut être biologique, elle peut être minérale, elle peut être ce qu'on veut. Donc c'est cette structuration en couche de l'eau au voisinage de toute surface. Donc, où l'eau est dans cet état-là, et ça donne un certain potentiel chimique, où elle est à l'état vapeur, et elle a le potentiel chimique de l'eau à l'état vapeur. Donc elle se comporte Si on veut savoir combien C'est de ça. molécules d'eau vont se mettre à l'état vapeur et à l'état interfacial, on va écrire une égalité des potentiels chimiques. Et on va définir donc ce qu'on appelle l'activité de l'eau. L'activité de l'eau qui étant le produit de la fraction molaire de l'eau dans l'aliment, par exemple, que multiplie ce qu'on appelle un coefficient d'activité, qui traduit toute la structuration, toutes les interactions moléculaires qu'a cette molécule d'eau dans le milieu où elle est. Alors, ce qui est intéressant pour les industriels qui font de l'agroalimentaire, il y a des exemples très simples, par exemple. On veut mélanger, on veut mettre du poivre dans un aliment. Parce que dans le plat préparé, on veut mettre du poivre. Donc l'aliment, le problème, c'est qu'il a un certain degré d'hydratation. Donc une certaine activité d'eau. Le poivre aussi, qui c'est aussi de l'eau interfaciale. Si on mélange les deux sans précaution, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, si le poivre est très déshydraté, par exemple, il peut pomper l'eau de l'aliment et ne plus être en poudre. Il va ce qu'on appelle motter. Motter, ça va faire une motte. Donc, pour avoir ce que c'est qu'un mottage de poudre, vous allez au bord de la mer, sur la plage, vous prenez un seau de sable, s'il n'y a pas d'eau, on ne peut rien faire. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Si on met de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ouais. On peut retourner le seau et ça fait, ce que les enfants adorent faire. Un château de sable. C'est pas un château, là, c'est juste un pot de sable. Oui. De sable. Ouais, j'étais déjà dans le... Donc le sable à motter, hein. c'est-à-dire qu'il forme une masse cohérente, compacte. Et ça, pour quelqu'un qui veut poivrer un aliment, c'est une catastrophe. Parce qu'un industriel travaille avec, par exemple, 1 tonne de matière qu'il veut poivrer. Et puis quand il va mettre son poivre, il faut que ce poivre reste pulvérulent pour aller se répartir de façon homogène. S'il ne fait pas attention,
il peut très bien se retrouver avec des endroits où il y a du motage, Mhm. c'est-à-dire que l'aliment sera immangeable. Et puis de l'autre côté, il y aura de l'aliment qui ne sera pas du tout poivré. Donc il rate complètement et il doit jeter sa production. Donc ce qu'il va faire, parce qu'il est parfaitement au courant de ça, c'est qu'il va mesurer l'activité de l'eau dans le poivre, il va mesurer l'activité de l'eau dans l'aliment, et avant de faire le mélange, il va égaliser les activités. C'est-à-dire que si le poivre est trop sec, il va l'hydrater jusqu'à ce que l'activité devienne égale à l'activité de l'aliment. Et à ce moment-là, les activités étant égales, il ne veut plus y avoir de transfert d'eau quand on fait le mélange. Et donc, il n'y aura jamais de motage. C'est toute la science des fabrications, des manipulations des poudres. C'est extrêmement important de contrôler cet aspect-là. Et c'est ce que tu disais d'ailleurs dans ta formation, c'est que finalement, juste pour éviter de perdre de la nourriture, ces gens-là sont bien plus à la pointe. Enfin, je parle Oui, alors des eux, industriels pour eux, c'est agroalimentaires. crucial parce que quand on rate une tonne de produit, ça fait un manque à gagner terrible. Oui, c'est Parce qu'on sûr peut pas le qu'on vendre. réfléchit à la question. Donc Oui. le coup suivant, on fait attention. Oui. Et quand on cherche un petit peu, qu'on dit, bah oui, vous savez, vous avez mélangé deux produits qui n'ont pas la même activité d'eau, ils comprennent tout de suite l'intérêt qu'il y a à mesurer ça. Oui, bah oui. Alors on a un autre exemple qu'on peut prendre parce que les gens le connaissent bien, c'est les graineries dans la salière. Les... Les graineries dans la salière. Pourquoi on trouve des graineries dans les salières? Ah bon? Oui. Ah bon? Bah parce que le sel est un aliment qui a une activité d'eau très faible. Il y a de l'eau interfaciale dans le sel. Si on prend un sel qui est très sec, au contact de la vapeur d'eau, il prend de la vapeur d'eau. Et ces eaux fait d'abord, comme il n'y a pas assez d'eau pour dissoudre le sel, ça fait une couche d'eau interfaciale à la surface des cristaux de sel. Mhm. Et donc le sel pompe l'eau. Mais quand l'activité de l'eau devient suffisante, on tombe dans le domaine du motage. C'est-à-dire que le sel motte. Et quand le sel motte dans la salière, tout le monde connaît le problème, c'est qu'on agite la salière et le sel coule pas. Et en général, on est furieux. Ça s'appelle le motage du sel. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met des graineries qui ont une activité d'eau plus faible que le sel, ce qui fait que la vapeur d'eau vient se mettre sur le riz et pas sur le sel. Et à ce moment-là, on a toujours du sel qui reste en poudre dans la salière parce que c'est le grainerie qui s'hydrate. Mais tu sais à quoi tu me fais penser? Un autre exemple, alors je crois que ça doit être dû aussi à l'hydratation, ou peut-être à ça, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est toi qui vas me dire. Parfois dans des appareils électroniques, dans certains appareils, on trouve un petit sachet. Un desséchant, oui. Bah voilà. Bah oui, bah c'est ça. C'est ça? C'est exactement ça. Alors, ce qui est très intéressant là à t'écouter, c'est que finalement, potentiel chimique, on trouve. Oh là, c'est encore. Qu'est-ce que c'est que ce terme-là? Mais et c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Ah, au quotidien, bah, tu prends ton exemple de composés électroniques avec son petit sachet. Les composants électroniques sont très sensibles à l'humidité. Eh oui, d'accord. Donc ce qu'on veut pas, c'est que l'eau aille sur le composant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui met son petit sachet. On l'oblige à aller. On Alors, met c'est quelque chose qui a extraordinaire. une activité d'eau plus faible, parce que l'eau, c'est l'activité d'eau qui permet de savoir vers où va aller l'eau. Si on contrôle ce paramètre, on contrôle le mouvement de l'eau. C'est Ah pour ça oui. que c'est important de Ah connaître oui. l'activité de l'eau. On peut, dans le cas du circuit électronique, l'eau, au lieu d'aller mettre la pagaille et faire des courts-circuits dans la petite puce qui est très fragile, elle va aller hydrater le produit qu'on a mis. Parce qu'il a une activité d'eau qui est plus faible et qu'elle voit bien que l'activité d'eau là est plus faible et c'est là qu'elle va. On contrôle le mouvement de l'eau comme ça, de l'eau vapeur. Donc c'est vrai de tous les desséchants. Hein. Et est-ce que ça viendrait de là que Alors on peut prendre un autre exemple parce que je crois qu'il faut pour bien comprendre que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Si on prend par exemple le problème de faire une croûte de pain dorée. Tout le monde achète du pain chez le boulanger. On aime bien que la baguette soit craquante et on aime bien cette couleur brune mais pas brûlée, mais bien brune. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir le pain comme étant avec cette couleur entre le jaune et le brun. Mhm. Si l'activité d'eau dans le four n'est pas à 0,6, À 0,6. 0,6,
Parce que la dilutivité de l'eau, on peut la définir comme la pression de vapeur à une température donnée sur la pression de vapeur de l'eau pure à la même température. Donc c'est un chiffre qui est compris entre 0 et 1. Quand on a 0, on n'a pas d'eau. Quand on a 1, c'est l'eau pure. Et toute matière qui contient de l'eau a une activité d'eau qui est comprise entre 0 et 1. Bizarrement. Voilà. Et puis on a des appareils qui sont les hygromètres qui mesurent ce paramètre. Je dis bizarrement par rapport au podcast, au précédent podcast, Voilà. où on a quand même été... Donc, on prend un four. Si on a une activité d'eau dans le four de 0,4, le pain sera blanc. Il sera cuit, mais blanc. Si l'activité est à 0,8, c'est-à-dire s'il y a trop d'eau, il sera cuit aussi, mais blanc. Et en plus, il sera mou. La croûte ne sera pas croustillante. Là, on connaît très bien la gamme dans laquelle la réaction de Maillard, qui est la responsable donc de la couleur, réaction entre les sucres et les protéines, qui donne cette couleur qu'on aime bien au pain, il faut une activité d'eau de l'ordre de 0,6 pour que ça marche. Si on n'est pas là, ça ne marche pas. Donc ça, c'est amusant. Et n'importe quel boulanger... Et comment on arrive à avoir cette... Alors, on l'arrive avec dans la boulangerie industrielle, on met une source de vapeur d'eau dans le four pour être à 0,6. Ça se mesure. Bien sûr. Il y a un appareil qui mesure. Ça s'appelle un hygromètre. C'est le taux d'humidité. Tout simplement. Tout simplement. Dans la boulangerie traditionnelle, le boulanger sait très bien, il peut mettre, par exemple, souvent on met une petite coupelle d'eau dans le four, il sait très bien comment faire, empiriquement. Il a trouvé que c'est dans telles conditions que son pain est doré. Bon, il ne sait pas que l'activité de l'eau est à 0,6. C'est la science qui lui dit. Mais empiriquement, on peut très bien trouver la zone optimale. Donc c'est un autre exemple de ce que permet de faire l'activité de l'eau. L'activité de l'eau qui règle donc le potentiel chimique, c'est aussi ça qui va être important, par exemple, pour savoir si un micro-organisme va se développer. Ok, c'est-à-dire on prend un aliment comme toujours, parce que ça c'est l'industriel agroalimentaire. Si on est en dessous de 0,9, en activité d'eau, on sait qu'il ne peut pas y avoir de développement bactérien. C'est en dessous de 0,9. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les bactéries, toute la machinerie qui est dans une bactérie, pour se mettre en route, a besoin d'une activité d'eau d'au moins 0,9. Et d'une eau, d'une quantité d'eau, parce que l'activité d'eau augmente avec la quantité d'eau qu'on a dans la matière. S'il n'y a pas assez d'eau, la bactérie, elle ne sait pas faire. Elle ne sait pas fonctionner. Il faut atteindre une certaine quantité d'eau critique. Et c'est là où on voit l'intérêt du concept, c'est que ce n'est pas une quantité d'eau qui est importante. C'est une activité. Une actualité. Une activité. Une activité. Qui est un nombre, en fait, déguisé. L'activité, c'est un nombre que multiplie une structure. Quand le nombre que multiplie la structure est à 0,9, c'est là où la bactérie peut commencer à vivre. En dessous de 0,9, elle ne peut pas. Donc tous les aliments en dessous de 0,9 se conservent sans problème. Ce sont des aliments qu'on n'a pas besoin de mettre au frigidaire. On les met au frigidaire que lorsque l'activité de l'eau dépasse 0,9, c'est-à-dire c'est les fruits frais, c'est la viande, le poisson, qui ont des activités d'eau qui sont supérieures à 0,9, qui peuvent donc donner lieu à du développement bactérien. Pour les champignons, par exemple, c'est 0,6. Pour les levures, pour le pain, c'est 0,7. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas une activité d'eau, tous les gens qui font du pain le savent. Pour faire du pain, il faut quoi ? De la farine, du sel. Et de l'eau. Et de l'eau. Pour arriver au moins à 0,7, qui est le domaine dans lequel la levure, le champignon, peut commencer à proliférer. Un aliment qui sera en dessous de 0,6 ne moisira jamais. Est-ce que les gens, dans le commerce, les gens ont la possibilité d'avoir un appareil pour mesurer ça ? Tous les industriels, oui, qui font des produits. Mais les gens. Alors, ceux qui sont les plus concernés, c'est ceux qui font des aliments en poudre. Ouais. Par exemple, le café soluble, le lait en poudre. Et aussi, donc, tous les gens qui font de la biscuiterie. Ouais. Parce que dans le biscuit, ce qu'on recherche en général, c'est le craquant. Ouais. Et dès que l'activité de l'eau devient trop grande, le biscuit, il est tout mou. Et les gens n'achètent plus. Mais nous, on n'a pas la possibilité de mesurer parce que... Si, bien sûr. Il suffit d'acheter un hygromètre. Mais un hydromètre, ça coûte cher. Ou est-ce que c'est comme un thermomètre ? Il y a plusieurs
Il y a à tous les prix. Hein. Parce que, pourquoi je te pose cette question-là, c'est que si les gens avaient la possibilité de mesurer l'hydrométrie des aliments, ils pourraient peut-être, alors là aussi confirme ou infirme ce que je vais te dire, mais ils pourraient ne pas se fier aux dates qui est obligatoire sur certains produits, voire bah non sur tous les produits, qu'est-ce que je dis moi, c'est sur tous les produits, et qui n'a pas mangé un yaourt largement périmé qui a été encore bon. Est-ce qu'on pourrait expliquer par rapport à ça finalement? Parce que le seuil d'activité n'a pas été atteint pour, Oui, par mais enfin, exemple, un sur les yaourt. yaourts, il n'y a aucun problème. Hein. L'activité d'eau est... On appelle une nourriture potentiellement dangereuse. Il y a une nourriture qui doit être conservée au frigo. Et il dit qu'il faut faire très attention quand on la consomme au-dessus de 0,9. Hmm. Toute nourriture qui a une activité d'eau supérieure à 0,9 est considérée comme potentiellement dangereuse. Ah, potentiellement en plus. Oui, c'est-à-dire qu'elle peut développer des germes, des bactéries, parce que l'activité d'eau est suffisante pour faire fonctionner les enzymes, pour faire fonctionner toute la machinerie biologique, qui ne fonctionne pas en dessous de 0,9. Pour ce qu'on appelle les germes, les bactéries. Pas pour les levures ou les champignons, qui eux fonctionnent à des activités d'eau beaucoup plus basses. Mais pour tout ce qui est les bactéries, là on est sûr que au-dessus de 0,9, il faut mettre au frigo. Et c'est là où on a les problèmes, c'est que la plupart des aliments frais, la viande, le poisson, les laitages, les seuls aliments qui ont des activités d'eau suffisamment basses, et qu'on ne d'ailleurs pas forcément au frigo, sont les fromages par exemple. Parce qu'une activité d'eau d'un fromage, dans un fromage, l'activité d'eau peut aller de 0,4 à 0,7, 0,8. Par contre, à 0,8, il peut y avoir des moisissures. Mais ces moisissures peuvent être bonnes. C'est la croûte du camembert. C'est la moisissure du roquefort. Mais il n'y aura pas de bactéries. Parce qu'on est en dessous de 0,9. Et les fromages, tout le monde sait qu'on peut les garder à température ambiante. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on affine le fromage. On le met dans des conditions où on ne met pas de conservateur dans les fromages. Par contre, dans les laitages frais, oui. Un yaourt, c'est essentiellement de l'eau. Donc un yaourt, lui, peut être susceptible d'être contaminé par des germes. Oui, mais après, je te dis, les fabricants mettent des dates de Oui, mais ça, péremption. après, ça n'a plus rien à voir avec de la science, ces dates. C'est juste des dates, c'est des décrets, des lois qui font un compromis entre l'activité commerciale et le fait de ne pas rendre les gens malades. D'ailleurs, je crois que j'ai même vu ces mêmes dates sur des bouteilles d'eau, d'ailleurs. Hein. Oui. Mais on ne sait pas comment elles sont fixées. Bah oui, et voilà. on peut très bien consommer un produit qui a dépassé sa date. C'est pour ça que je me disais péremption. que si les gens avaient la possibilité, un peu comme on surveille la température chez soi, c'est-à-dire avec un Oui, thermomètre. mais c'est pour ça que ce ne serait pas très utile, parce que imagine que quelqu'un ait un aliment qui a passé sa date de péremption, et il trouve une activité d'eau supérieure à 0,9. Il ne faut pas qu'il mange. Parce qu'il y a un risque. Bah oui. Mais très souvent, je te dis, pour ces aliments qui ont des dates de péremption, mis à part les fromages, moi, de toute façon, j'attends systématiquement que la date de péremption soit passée. Pour tes fromages. Oui. Bah oui, parce qu'ils sont bons comme ça. Ah oui. Bah, si on prend un camembert, et si on l'achète avec sa date de péremption, il est plâtreux à cœur. Si on veut qu'il soit bien coulant, il faut attendre à peu près 15 jours ou 3 semaines après la date de péremption. Ah oui. Mais moi, je le consomme sans problème, parce que je connais l'activité d'eau du camembert. Ouais. Et je sais que les bactéries, là, en général, alors sauf s'il est vraiment trempé dans l'eau. Il est tellement hydraté que... Ça peut être un signe, en tout cas visuel, qui pourrait nous permettre que là, pour le coup, l'activité d'eau, elle est un peu trop grande et donc favoriser le développement des bactéries et tout ça. Alors, il y a autre chose, là, c'est plus sérieux. Et bon, ce serait bien quand même que les biologistes arrivent un peu à comprendre ça. Allez, Ce les biologistes, potentiel chimique, l'activité d'eau. C'est que par exemple, on a tout un discours actuellement sur on appelle le stress oxydatif. Ok. Ces méchants radicaux qui sont là, qui ne pensent qu'à une chose, c'est vous faire vieillir. On a dans tous les magazines de santé pour personnes qui veulent rester minces, parce qu'on appelle les magazines de bien-être. On nous parle de ce stress oxydatif, comme quoi il faut lutter. Alors on prend des antioxydants, il faut éviter l'oxydation des graisses, qui est la source première selon une théorie de vieillissement.
Eh bien, si on est à une activité d'eau de 0,5, même s'il y a des radicaux, ces radicaux ne peuvent pas faire l'oxydation lipidique. C'est-à-dire que l'activité d'un radical est elle-même fonction de l'activité de l'eau. Il y a un domaine dans lequel ça peut avoir un effet. Donc c'est pour ça que parler du stress oxydatif de radicaux qui sont potentiellement dangereux pour oxyder les graisses, on doit donner à côté quelle est l'activité d'eau de l'objet qui est attaqué. S'il est aux environs de 0,5, il n'y a aucun risque. Parce que le radical ne pourra pas tout simplement faire l'oxydation lipidique. Parce qu'encore une fois, l'eau est nécessaire dans cette réaction. Oui, mais est-ce que c'est la même question que je te posais tout à l'heure pour les aliments. Est-ce que les gens ont cette possibilité de mesurer Alors si on veut mesurer ça, c'est facile, il faut acheter un hygromètre. Et ça se trouve dans le commerce? Oui. Ah oui. Ça se trouve par exemple chez tous les gens qui font de la culture en serre. Quand on met une serre, Ouais. tous ceux qui font de la culture en serre ont besoin d'un degré d'hygrométrie qui est constant. Donc ils ont un hygromètre, parce qu'ils savent que pour que leur plante ou leur légume pousse, il faut être à tel degré d'hygrométrie. Donc il y a des appareils qui donnent, ça s'appelle le taux d'humidité, c'est un pourcentage. Oui, mais pour le corps. Alors pour le corps, ça c'est plus difficile. Ouais. Parce que là, il faut. Le problème, quand on veut mesurer un degré d'humidité, un taux d'humidité ou ce qu'on appelle, donc, ce qui est pareil, l'activité de l'eau, il faut donc prendre la matière en question, la mettre dans une enceinte close. Parce que si on ne met pas dans une enceinte close, l'eau s'évapore en permanence. Donc il faut mettre dans une atmosphère close, et c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est qu'il faut attendre l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut attendre que le corps qui est hydraté et la vapeur d'eau qui va recevoir, l'air qui va recevoir cette vapeur d'eau, il faut attendre que l'activité d'eau s'équilibre pour pouvoir la mesurer. Parce que sinon, on a un chiffre qui évolue avec fonction du temps. Et c'est ça qui est difficile dans la mesure, c'est de savoir quand on est à l'équilibre. Parce que si l'eau, dans un aliment, souvent l'eau est interfaciale, enfin, pas souvent, toujours. Et la structure peut être telle que l'évaporation est très lente. Ce qui fait que pour atteindre l'équilibre, c'est très long. Donc c'est pas forcément évident à mesurer. Alors, si je te suis bien depuis tout à l'heure, il y aurait quelque chose de fantastique dans l'eau qui est d'aller toujours vers là où il n'y en a pas. Non, c'est Non. faux. D'accord. L'eau va toujours à l'endroit où l'activité de l'eau est la plus basse. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On a des excellents exemples, justement, pour montrer, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on démontre l'intérêt de ce concept, c'est qu'on prend deux objets et on mesure ce qu'on appelle le taux d'hydratation, c'est-à-dire le poids d'eau dans l'objet A, le poids d'eau dans l'objet B. Et je vais donner des chiffres pour que ce soit clair. Imaginons qu'on ait un objet qui est 10 poids pour cent en eau. 10 fois % en eau. En eau. Ouais. C'est-à-dire que pour 100 grammes de l'objet, il y a 10 grammes d'eau. Ok. Alors comment on mesure ça? On brûle l'objet, l'eau s'évapore et on mesure la perte de masse. Comme ça, on peut avoir ce qu'on appelle le degré d'hydratation. Et j'en ai un autre qui est à 90%. C'est-à-dire que pour 100 grammes de matière, j'ai 90 grammes d'eau. On met les deux objets dans une même enceinte close. Ouais. La question que je pose, et que je te pose, puisque c'est toi qui soulève le problème, c'est où va l'eau? Et bien là, ce qui est en train de se... Est-ce qu'elle part de l'objet qui en a 10 grammes pour aller vers l'objet qui en a 90? Non, c'est de 90, elle va Voilà. vers ce Ou qu'il y a est-ce de qu'elle 10. part de celui qui a 90 grammes d'eau, qui est bourré d'eau, Et ouais. pour aller vers l'objet Ouais, mais qui, c'est lui, vachement... est peu hydraté, puisqu'il a que 10 grammes. Ouais. Mais alors... Tu ne peux pas répondre à la question. Ah bon? On ne peut pas répondre. Ah bon? Si le problème est posé comme ça, on ne peut pas répondre à la question. Il se pourrait très bien, Ah ouais, à ce point-là. très bien que ce soit celui qui a 10 grammes d'eau qui donne son eau à celui qui en a 90. Ça, c'est incroyable, ça. Pourquoi? Ouais. Parce que celui qui a 10 grammes d'eau, ça peut être par exemple de l'eau liquide mélangée à un sel. Alors que celui qui pompe l'eau, ça peut être par exemple une eau interfaciale. Ah oui, oui. Mais c'est parce que tu l'as posé d'une manière... Non, parce que j'ai posé le problème en masse. Ouais. J'ai pas posé le problème en activité d'eau. Si je t'avais dit, j'ai un objet qui a une activité d'eau de 0,3 et un objet qui a une activité d'eau de 0,9, là tu peux répondre. L'objet ira toujours de celui qui a une activité... L'eau, pardon. Ira toujours de celui qui a une activité de 0,9
vers celui qui est... Si tu raisonnes en activité, tu sais toujours là où ça va. Ouais. Ça va toujours sur le point où l'activité est la plus basse. Mais tu peux avoir une basse activité d'eau avec un fort taux d'hydratation. Parce que l'activité d'eau, c'est le produit de deux choses. C'est le produit du nombre que multiplie une structure. La structure dans laquelle se trouve cette eau. Et c'est justement par là, par la structure, ce qui se passe par exemple dans une protéine, l'eau est structurée en couche, ça fait baisser l'activité d'eau. Alors que la quantité d'eau est énorme. Alors, dit autrement et de façon bien plus précise, et effectivement tout à l'heure je me trompais, mais alors, maintenant que tu m'apportes cet exemple-là, parce que à chaque fois, alors, c'est aussi un peu les conséquences du travail que je fais par rapport à l'eau et les films que je fais. C'est-à-dire j'essaye d'aller toujours au-delà de ce qu'est l'eau et donc du message qu'il y a derrière, qui est quand même le message de la vie. Enfin, je veux dire, c'est la vie qui est là. Et je trouve ça super beau. Beau dans le sens vital, c'est-à-dire que, alors je vais essayer d'être précis par rapport au terme utilisé, ça serait que là où il y a une déficience de l'activité de l'eau, c'est là où on voit que la vie est vraiment toujours plus importante, c'est-à-dire que on est dans le côté qualitatif, c'est-à-dire que là où est-ce que ça pêche en termes de... c'est toujours la vie qui est le plus important, c'est-à-dire que tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que Oui. il me semble, c'est comme s'il y avait une sorte de sa zone comme un radar. Oh là, il y a une déficience de ce côté-là. On va vers ce côté-là. Mais là, tu te laisses un peu emballer par l'eau, c'est la vie. Parce que ce que je raconte, non, mais ce que je raconte n'est pas spécifique à l'eau. Pardon ? Ce que je raconte n'est pas spécifique à l'eau. Mais j'ai pas dit que c'était spécifique. Là, on parle de l'eau. Oui, mais là, on parle de l'eau, donc il se trouve qu'effectivement, la matière vivante est en quand fait même, d'eau. c'est quand même important. On va toujours avoir ça, mais je veux dire, si j'avais une matière, où je m'intéresse à une quantité de benzène, ça fonctionnerait de la même façon. Ah, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a l'activité du benzène dans la phase A, l'activité du benzène dans la phase B, et si je veux savoir où le benzène va aller, il ira aller dans la